Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, parler de l'instant, le live dans l'esprit du talk. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne année, en espérant qu'elle soit un peu meilleure que l'année dernière et qu'on n'ait plus à subir ce qu'on subit actuellement, c'est-à-dire les restaurants fermés, les bars, les salles de spectacle, et j'en passe. Bon, faut espérer, hein, parce qu'à un moment donné, si on se met à faire la gueule, hein, oh non, c'est le pire. Donc aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Il s'agit de Lionel Cecilio. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Salut mon Jérôme! Est-ce que tu m'entends? Salut Lionel! Hop. Alors attends. Ah, ça va fonctionner cette fois-ci, je crois. J'espère aussi, ouais. Je me suis dit, j'espère que ça va être bon. Comment ça va Lionel? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir à nouveau. Exactement, oui, on va en parler. C'est ce que je disais avec mon pote Jérôme. Alors déjà, je te souhaite une très bonne année. Mais oui, bonne année à toi aussi, et puis à tous ceux qui regardent, bonne année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc tu es le premier invité de 2021. Quelle En espérant que chance. ce soit un bon signe. Mais en fait, je suis pas un vrai invité de 2021, je suis un invité de Non, c'est 2020 qui vrai. s'incruste. Exactement, oui. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors oui, effectivement, on va avant de reparler de ton actualité. Bon, tu connais un peu l'émission. Donc on avait fait une première vidéo en 2020, je crois, c'était vers cet été en tout cas. Et puis malheureusement, il y a eu des ah, Jérôme, ah, on a la qualité cette fois. Exactement, voilà, ouais, c'est exact. Et puis, malheureusement, il y a eu des petits soucis techniques par rapport au live, donc c'était inexploitable. Alors, bon, j'ai cru que ça sera arrangé, mais voilà, ça s'est pas arrangé, mais on a pu refaire cette fois-ci le nouveau live. Exactement, ça y est, on est là, on peut enfin se parler. Exactement, C'était un peu c'est haché clair. la dernière fois. Ah ouais, c'était chiant. Pouh. Oui, voilà, disons-le Ouais. franchement. Voilà, ouais, c'était les soucis techniques. Fallait bien que ça m'arrive à un moment donné. Mais là, ça marche bien, c'est bon. Ouais, là, ça marchait Eh ben clair. écoute, merci de me recevoir dans ton live. Alors, parler de mes actus, à mon avis, on va vite faire le tour parce que les théâtres sont fermés, mais j'ai deux, trois trucs sous le coude quand même, hein. Exact, oui. De toute façon, je vais un peu résumer, comme c'est la tradition dans le live. Donc, on va faire un bref résumé. J'ai très bien travaillé. Aujourd'hui, je me suis appliqué à fond. Alors, donc, tu commences en 2004 dans un court-métrage qui s'appelle Mamie. Qui s'appelle comment? Mamie. Oui, exact, c'est Mamie. vrai. C'était un court-métrage de Johan Guglielmetti et c'est un chouette souvenir, ouais. C'était un film un peu d'angoisse comme ça, d'horreur. Et en fait, je jouais un jeune homme qui héritait de sa grand-mère. Donc, D'accord. j'héritais de tout ce qu'elle avait, y compris de son appartement. Et en fait, l'appartement était hanté par ma grand-mère. Et voilà, et c'était vraiment chouette, ouais. C'est un joli souvenir et c'était un chouette film, ouais. D'accord, ok. Sympa. J'aime bien le pitch. Il est pas mal l'idée. Ensuite, toujours dans la même année, tu as participé à un court-métrage qui s'appelle Larix. Ouais. Alors Larix, c'était merde, son nom m'échappe, Renan, Antoine Renan, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, j'avais un tout petit rôle, mais c'était pas mal du tout. C'était un film sur les violences, non pas policières, mais dans l'autre sens. Et c'était l'histoire qui, d'ailleurs, de mémoire, était inspirée d'une histoire vraie, d'une policière qui était îlotière, tu sais, les flics qui se baladent à vélo ou à scooter dans les cités.
et qui a été tué suite à une rixe, genre le premier jour ou la première semaine de prise de fonction. C'est ça, Ah merde. Antoine Renan, ça me revient bien. Et je jouais l'un des voyous, quoi, l'un des mecs de la cité qui va la taper, etc. Et en fait, c'était un film assez fin et assez intelligent sur le fait que rien n'est tout noir ni tout blanc, qu'il n'y a pas de méchants et de bons. Et en plus, ça s'appuyait sur une histoire vraie qui était assez dure, en fait, qui était assez violente parce que c'était l'histoire d'une jeune femme qui s'engageait dans la police avec conviction, avec envie, avec cette idée chevillée au corps qu'elle faisait ça pour protéger et servir et qui allait tomber face à des gens qui étaient voilà, dans un contexte qui fait que. Et en fait, ça ne tapait ni d'un côté ni de l'autre. C'était très bien écrit, très fin, très intelligent. Et d'ailleurs, Antoine Renan est un réalisateur, un auteur à suivre. Enfin, c'est vraiment un mec qui fait des chouettes choses. Et ouais, c'est pas un hasard si c'était réussi. C'est un mec cool. Ouais, ouais. Et ouais, j'ai fait ça. Et je suis bien content de l'avoir sur mon CV. C'est un chouette truc. C'est un chouette film. Ouais. D'accord, ok. Ensuite, en 2010, tu as fait un court-métrage qui s'appelle La Ultima Corrida. Oui, mais oui, c'est vrai, en espagnol. Enfin, mon personnage parle espagnol dans ce film. D'accord, ok. Un truc de mafieux. J'étais un mafieux. C'était génial. J'avais même une scène largement inspirée de Léon où on tapait à la porte et je devais ouvrir en me méfiant et je collais le flingue sur la porte comme ça avant d'ouvrir et tout. Enfin, vraiment cool la Ultima Corrida, ouais. Ah, ça devait être pas mal, ça. En fait, je crois que c'est le rêve de tout acteur, c'est de jouer un mafieux. Ouais, mais écoute, en fait, je sais pas, en vieillissant, j'ai d'autres types d'aspirations, mais je sais que j'ai été bercé par des films notamment Scorsese, qui est un réalisateur dont j'adore le travail. Et du coup, tu as, t'as des aspirations, tu as des projections, des trucs que tu as fait. Voilà, il y a des scènes qui te restent en mémoire. Voilà, Joe Pesci dans Les Affranchis, c'est juste fou furieux, quoi, tu vois. Et donc, C'est du coup, clair. quand on te propose un rôle de mafieux voilà, avec ce rapport-là, avec cette espèce de distance, cette froideur et tout, ouais, c'est un peu jouissif. Après, je suis pas fan non plus d'essayer de calquer, de refaire et tout, tu vois, il faut faire avec sa patte, mais en tout cas, ça vient caresser des rêves d'enfants, des projections d'enfants quand je regardais du cinéma dans les salles et tout ça. Et ouais, effectivement, c'était chouette à interpréter. Ouais. Ensuite, toujours entre 2010 et 2011, tu as tourné dans le court-métrage Help Me. Ouais, alors ça c'est génial. Faut que vous alliez le voir. C'est un film qui a fait des millions de vues sur YouTube. C'est réalisé par Ludovic Baron, qui est un artiste fantastique parce que complet. Il écrit, il dessine, il photographie et il fait même des compositions photographiques enfin des compositions dessinées à base de photographie sur l'ordinateur. Si tu veux, le gars c'est un Lachapelle moderne avec son ordinateur. Il est très doué. C'est un très bon copain à moi. Je l'aime d'amour fou. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un mec très très talentueux. D'ailleurs. J'ai pas besoin de vanter ses mérites. C'est un gars à qui le journal de 20 heures de TF1 a consacré un reportage. Donc, enfin, je veux dire, le mec est son talent est de notoriété publique. Et en fait, quand on se rencontre avec Ludovic, ça c'est vraiment génial. J'aime bien raconter cette histoire parce que même moi en la disant, ça me redonne un peu foi dans la manière de faire ce métier. Mais il réalise un film qui s'appelle donc pas Help Me, pas celui dans lequel j'ai tourné, un autre film qui s'appelle ah, j'ai oublié le titre. Bon, peu importe. En tapant son nom, vous allez retrouver. C'est l'histoire d'un peintre qui peint des modèles. Et en fait, le mec est fou. Et quand il se trompe sur son dessin, au lieu de gommer et de corriger son dessin, au scalpel, il corrige le modèle. Donc, il kidnappe D'accord. des filles, il les attache, il les dessine. Et s'il se trompe, et ben, c'est avec un scalpel. Au lieu de corriger son dessin avec un crayon et une gomme, il va corriger au scalpel. Donc, c'est un film d'horreur, de sang, de tout ce que tu veux. Enfin, et c'est génial, c'est super bien réalisé. Et je tombe là-dessus. Et je lui envoie un message, je lui dis écoute, voilà, on se connaît pas, mais j'ai kiffé ça pour telle et telle raison, et je lui raconte un peu ma vie. Et il me renvoie un message, il me dit c'est drôle quand même que tu m'envoies ça maintenant, parce que je suis en train de caster pour mon prochain court métrage, et voilà, tu pourrais correspondre, j'aimerais qu'on se rencontre. Et on s'est vu chez lui, on a passé les essais, et j'ai été pris, et j'étais tellement heureux d'être pris, tu vois, même encore maintenant, j'ai encore
avec le recul de ces années-là, j'ai encore cette joie, cette jouissance de repenser à ce moment-là. Je me souviens, au moment où je te parle, du moment où il m'a appelé pour me dire que c'était moi. J'étais en tournée avec Aladdin. On devait être, oui, en 2011, parce que j'ai commencé Aladdin en 2011. J'étais en tournée avec Aladdin et je venais de tourner un long métrage de Bruno Chiche avec Bernard Lecoq et Marianne Chazelle dans lequel j'ai un rôle important. Donc, si tu veux, je veux dire, j'aurais très bien pu me dire bon bah tant pis pour le court métrage ou quoi que ce soit, et j'étais fou de joie. J'étais en tournée avec Canada, on était en train de monter dans le minibus quand il m'a appelé, et en montant dans le minibus, tout en m'installant, je parlais avec lui, j'essayais d'être bien au téléphone, de pas faire trop de bruit avec tous les copains autour qui font des blagues. Tu sais, la tournée c'est très potache, hein, surtout sur Aladdin. On est 13 comédiens, enfin à l'époque cette version là on était 13 comédiens et tout, bon bref, et il me dit c'est moi. Oui, oui, super. Tu sais, j'essaie de faire le mec blasé. Tu vois, j'étais hyper heureux. Je disais, bien sûr, oui, oui, je te rappelle. Et donc, tous les copains d'Aladin autour qui ne comprenaient pas, qui disaient, mais le mec est fou, il vient de gagner au loto. Et j'étais super heureux parce que j'avais envie de faire ce film, parce que, le rôle était chouette, c'était super interprété, j'adorais l'univers de ce réal. Et surtout, ce film parle, c'est un film de prévention en fait, qui parle de binge drinking, et donc c'est l'histoire d'un jeune homme que j'interprète qui organise une fête chez lui, et pendant cette fête il lance un concours, il faut boire le maximum d'alcool en un minimum de temps. Il se retrouve complètement défoncé avec un pote à lui et ils vont violer une jeune femme, et ça finit très mal. Alors je vous laisse aller voir le film, hein, mais je peux juste vous dire que je tue quelqu'un et ça finit très très mal, et la vidéo est sur YouTube, elle fait des millions de vues. Le film est réussi, il appelle à la réflexion, enfin c'est très réussi. Ludovic Baron, top, génial à suivre, enfin voilà, super. C'est cool que tu me parles de ce film parce que vraiment top. Ouais. Bah écoute, ouais, parce que c'est vrai que c'est important bah, c'est dans tout, comment dire, tous les comédiens, ils ont commencé quelque part où ça les a amenés, quoi. Donc c'est normal. Et je pense qu'il y a sûrement des rôles qui ont plus marqué que d'autres, que ce soit dans des courts-métrages ou dans des Non mais longs-métrages. Donc, c'est pour ça que je te parlais du film de Bruno Chiche que je venais de tourner au même moment, et j'ai quand même été heureux d'être pris là-dessus. C'est qu'en fait, je pense qu'on est beaucoup de comédiens à faire ça, mais il y en a d'autres qui le font pas. Je fais pas de distinguo ou d'échelle de valeur entre un truc pour Internet, un truc pour la télé, un truc pour le cinéma, un court métrage, un long métrage. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que ça raconte. Ce qui m'importe, c'est l'univers du réel, et ce qui m'importe, c'est la teneur de mon rôle. Et à partir du moment où moi, je suis bien servi, ou j'ai l'impression de bien servir un propos, je suis ravi, quoi. C'est-à-dire que je préfère avoir une toute petite partition dans un film que je trouve génial, plutôt que d'avoir le premier rôle dans un truc que je trouve nul, quitte à gagner ma croûte, quoi. Et en fait, je fais vraiment mon échelle de valeur et ma hiérarchie comme ça, quoi. C'est-à-dire le réal avec qui je bosse, ce qu'il a envie de raconter pour être au service d'un propos, et après, je regarde ma partition. Et dans ce film dont je te parlais avec Bruno Chi, j'ai eu la chance de tourner avec des acteurs formidables, voilà, qui m'ont appris le métier rien qu'en les regardant, notamment Bernard Lecoq. Et je me souviens que Bernard Lecoq me disait, moi, quand je lis un scénar, quand on me propose un scénar, je ne regarde pas ma partition, en fait. Je le lis comme je lirais une histoire, voilà, comme si on ne m'avait pas dit. Et c'est passionnant de faire ça comme ça, parce que du coup, tu peux même t'identifier à d'autres rôles. Alors parfois, il y a des frustrations, parce que tu te dis, ah, celui-là, il est encore mieux, etc. Mais le simple fait de savoir que tu es partie prenante d'une histoire qui te passionne et que tu vas être capable d'assumer, tu vois, par exemple, c'est bête, hein, mais j'ai pas un CV fantastique. Mais la plupart des trucs sur mon CV, et bah, j'en suis infiniment fier. Tu viens de me citer 5 projets, et c'est pas parce que je suis langue de bois et qu'on est chez Drucker, tu vois, il y a 10 personnes qui regardent, enfin, j'ai pas à mentir, tu vois, je suis tranquille. C'est vraiment, je suis infiniment fier de ces choix-là. Et en fait, je préfère, alors évidemment, il y a un moment donné, il faut que tu manges, hein, ah bah on est oui. comme tout le monde, mais je préfère faire mes choix comme ça parce que c'est beaucoup plus facile de regarder dans le rétroviseur quand de temps en temps tu as envie de le faire. Et puis quelle fierté, quoi, de faire partie d'un projet euh, qui, a, qui a du sens, quoi. Vraiment juste ça, qui a du sens. C'est pas toujours le cas, hein. Pas toujours le cas. C'est sûr. C'est sûr. Ensuite, tu fais un. Puisque là, transition, donc tu étais dans un court-métrage. En 2012, tu apparais, enfin, tu joues dans un téléfilm qui s'appelle Le Bonheur des Dupré. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, toujours dans la même année, tournes dans une mini-série qui s'appelle Tornarem. Ouais, exact. Alors ça, c'est une mini-série espagnole. En fait, c'est
4 ou 5 épisodes d'une heure et demie chacun. En fait, c'est 4 ou 5 longs métrages, tu sais. C'est un peu comme ça se fait aussi en France. C'est des espèces de mini-séries qui vont passer à la télévision, qui font une heure et demie, qui font une soirée entière sur 2, 3 semaines, sur un mois. Et c'était sur la guerre, sur le rapport entre la France et les Espagnols. Et je jouais un résistant. Voilà, donc l'occasion pour moi de tirer au fusil d'époque à l'arme blanche. J'ai d'ailleurs gardé la douille en souvenir, elle est sur la cheminée là dans le salon. Et puis de lancer une grenade à blanc, mais lancer quand même une grenade, de voir un char d'assaut d'époque. On a tourné dans le 17e arrondissement de Paris et ouais, des gros souvenirs. C'était une très très grosse machine et j'étais très impressionné. Je me souviens que le réalisateur nous parlait avec un mégaphone, là, tu sais, avec un porte-voix Ouais. comme sur les images un peu clichés des tournages aux États-Unis et tout ça. Et ouais, c'est une grosse machine, quoi. Un truc à 200 personnes où tu te sens vraiment petit et tu fais ton truc. Et ouais, c'était chouette. D'accord. Alors, on a Paperboy. Alors, je précise pour ceux qui nous rejoignent, déjà, je vous salue tous. Excusez-moi, j'ai vu plein de noms défiler qui ont dit coucou, coucou. Donc, je vous salue tous. Merci d'être venus. Et j'ai Paperboy qui me demande, bon, donc bonsoir, bonsoir, ça va Samy? Oui, merci, ça va très bien. Et il me dit, Lionel, tu ne te souviens plus de moi. Qui? Comment ça? Je me souviens plus Il de qui? s'appelle Paperboy. Paperboy. Ah bah Paperboy, là, comme ça me dit rien. Ou alors c'était dans une soirée très privée. Mais Ah, Paperboy, ça possible. fait. Là, il faut me donner un prénom. Là, non, je me Ah souviens pas, ben, je vois Paperboy. Paperboy. J'ai Paperboy. Et ouais, mais toi, t'as une photo, un truc, je sais pas, je vois pas. Oui, Mais il a une photo, un mec chauve avec une barbe. des mecs chauves avec des barbes, Il y en a plein, à je part dans des pense. backrooms du Marais, j'en croise plus depuis longtemps. C'était une autre vie, ça. Bon, bah, Non, de toute je façon, je sais pense. pas, mais sûrement que je me souviens de lui. Je me souviens de tout le monde, je vois pas pourquoi je me souviendrais pas. Ah oui, c'est possible. Après, c'est vrai que des fois, il y a des noms comme ça, on ne sait pas d'office. Il y en a qui marquent un peu plus que ça. Mais là, c'est un pseudo, quoi, donc on sait pas, quoi. Oui, c'est clair, ouais, c'est vrai. Ah, c'est chiant les pseudos des fois, hein, parce que t'as du mal à repérer la personne tout de suite, quoi. Bah ouais. Alors, ensuite, nous avons en 2012, et là, c'est une autre machinerie, je pense. Tu as tourné dans la série Le Transporteur. Ouais, ça c'était série américaine, produite par Luc Besson, adaptation des films Transporteurs en série. Et j'ai tourné avec le réal de Prison Break, entre autres, parce que tu sais, il réalise certains épisodes, d'autres épisodes, etc. Et j'ai tourné avec cette équipe-là, tu vois. Donc François Berléand, voilà. Il y a juste Jason Statham qui n'avait pas fait la bascule vers la série, donc c'était un autre acteur. Mais ouais, c'était cool et puis c'était fou de tourner en anglais, quoi. Ah, C'était la première fois que je tournais en anglais. Je tournais pour une grosse machine. C'était l'adaptation en série d'un film qui avait fait ma jeunesse aussi. Ouais, c'était assez dingue. Ouais. Il y avait un truc un peu fou. Et puis surtout, j'ai une anecdote sur ce tournage-là qui est assez drôle. J'arrive et j'avais un carloge. Donc, je sais pas, parmi les gens qui regardent, peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est un carloge, mais en gros, c'est une caravane, si tu veux, qui est garée sur un endroit. Et cette caravane, c'est ta loge. Donc, tu rentres, c'est ta maison le temps du tournage. Et c'est la première fois de ma vie, et d'ailleurs la seule, parce que depuis, ça ne s'est pas renouvelé, où j'ai eu un carloge. Et j'étais très impressionné, j'étais vraiment très content. Et en fait, pour rentrer dans ta petite caravane, dans ton petit carloge, tu as 3 marches, quoi, tu vois, tu as un petit escalier. Et devant ces 3 marches-là, j'avais un petit tapis gris, voilà, parce qu'il y avait des graviers au sol, petit tapis gris. Et à côté, il y avait une deuxième caravane et il y avait un petit tapis rouge devant les 3 marches. Et en fait, la caravane d'à côté, c'était François Berléand. Et donc, j'arrive ah, sur le tournage, je suis comme un fou, je me prends en photo dans ma loge et tout, machin, je kiffais, je me disais, ah, mais c'est dingue ce qui m'arrive et tout, je vais tourner dans la série Transporteur en anglais, machin. Et en plus, je joue un rôle de mafieux italien, tu vois. Tout était génial, quoi. Qui s'évade de prison, enfin bref. Bon, je te passe les détails, mais j'étais comme un dingue. Et je vais taper à la loge de Berléand que j'ai pas encore rencontré. Je me présente, on va tourner ensemble et tout ça, machin. Et je lui dis, François, est-ce que ça t'ennuie que mon petit selfie de Carloge, je le prenne devant la tienne, parce que les deux sont vraiment identiques, mais devant la tienne, il y a un tapis rouge, et pour ma mère, ça le fait plus, quoi. Je veux une photo avec le tapis rouge. Et là, François Berland, non, mais dans ces cas-là, il prend un air un peu offusqué, tu vois, très sérieux, et il me dit, non, dans ces cas-là, tu prends juste mon tapis, etc. On change de tapis, mais tu fais pas de photo devant ma loge. Je lui dis, pardon, mais tu blagues, enfin, je fais juste un selfie, on s'en fout, tu vois. Et il me dit, non, non, on change les tapis. Je dis, bon, bah, si tu veux, donc je me baisse, je vais pour prendre le tapis. Et il me dit, non, 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 on change les tapis, mais les tapis, ils restent à leur place. Donc on change les quarts. Je dis, quoi?
Et donc là, il appelle un régisseur et il dit, tu prends les carloges, là, tu les conduis, tu me fais 2 créneaux, tu me changes les quarts de place. Et le mec, il dit, mais pourquoi je vais changer les quarts de place et les caravanes de place et tout? Il dit, mais parce que le petit, il veut faire une photo, et il veut faire un selfie pour sa mère, il veut le tapis rouge, tu changes le truc. Et en fait, Berléand, c'est un mec qui fait des blagues tout le temps, mais tout le temps. Mais genre, c'est ouf. Et en fait, il a fait durer cette blague pendant, je sais pas, presque 1 heure. J'étais gêné. Le régisseur savait pas s'il devait le faire ou pas. Ça a duré des plombes. Et à la fin, il dit, mais non, mais je déconne, vas-y, fais-la ta photo. Et ça a duré 1 heure. Et moi, je me disais, mais non, mais et j'étais gêné pour le régisseur. Et je me disais, putain, je viens d'arriver sur le tournage, ils vont me prendre pour un chieur et tout. Et c'était super marrant, quoi. Et Berléand, c'est un dingue, dingue. Il est trop. On croirait pas qu'il est déconneur, hein. De quoi? On croirait pas qu'il est déconneur quand on le voit comme ça Mais dans tu les. blagues, mais Berléand, c'est un. Mais c'est même pas qu'il est déconneur, c'est je crois qu'il est fou dans sa tête pour de vrai, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, ça me fait pas mal ça. Alors, salut Lionel, je suis content de te revoir. Formation sur les couleurs du caractère. J'ai une question pour toi. Quelles sont pour toi les différences entre le ciné et le théâtre? Il y en a quelques-unes quand même. En fait, déjà en cinéma, tu as le filet de pouvoir refaire la prise. Et surtout, ton jeu dépend de tout le reste. C'est-à-dire que tu vas dépendre évidemment de l'écriture, ça c'est pareil au théâtre. Tu vas dépendre de la mise en scène, bon, c'est à peu près pareil au théâtre. Mais tu vas dépendre de la lumière, tu vas dépendre du son, tu vas dépendre du montage. Au théâtre, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de son, il n'y a pas tout ça. Si tu es à peu près dans les lumières qu'on t'a dit, à peu près dans la mise en scène qu'on a dit, c'est toi et toi-même. Et puis derrière, tu n'as pas de filet. Et chaque soir, tu remets ton titre en jeu. Et chaque soir, tu rencontres un public différent qui te renvoie des ondes, des rires, des pleurs, ce que tu veux. Et donc, chaque soir, tu vas livrer une performance différente. Là, tu joues une fois. Tu as 2, 3, 4, 5 prises en fonction de ce que tu joues, des moyens du projet, etc. et de ce qu'on te laisse comme marge de manœuvre. Et une fois que tu as fait ton truc, ça part au montage et le monteur, il va garder plutôt cette prise que plutôt telle autre. Il va la coller à une autre prise, il va l'inverser, ça va raconter autre chose, quelque chose d'autre et ça t'appartient plus. Donc du coup, moi, dans le cinéma, il y a un truc que je trouve magique. Il y a 2 choses qui me fascinent dans le cinéma. La première, c'est le travail d'équipe. Encore plus que dans le théâtre, tu te dis que c'est un vrai travail d'équipe. Et la magie de se dire, on tourne avec 3 bouts de ficelle dans un hangar, et à la fin du montage, avec l'étalonnage, avec tout ça, et ben ça donne un truc qui a l'air d'avoir été tourné, je ne sais où. Je trouve ça hyper magique. Ce que je trouve fascinant dans le théâtre, c'est la magie de l'imagination, c'est-à-dire qu'il y a une convention théâtrale entre le public et toi qui fait que tu peux tout croire. Moi, je peux jouer une vieille, un jeune, un homme, une femme, tout fonctionne au théâtre. À partir du moment où on a envie d'y croire, tout marche. On est dans une boîte noire avec 3 lumières et on peut partir au bout du monde. On peut tout imaginer, ça je trouve ça fascinant. Et puis l'autre chose que je trouve vraiment génial au théâtre, c'est la connexion directe avec le public. Et au-delà de cette connexion directe, c'est le sans filet, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, tu es dans ton état d'esprit du moment, tu y vas, et puis la continuité de ton personnage. En cinéma, tu peux tourner la scène de fin en début, la scène du début à la fin. Là, tu pars, et du début à la fin, tu vas avoir une continuité, une évolution d'émotions, etc. C'est vraiment chouette. Donc, ouais, il y en a pas mal des différences, mais clairement, la vraie différence, c'est peut-être le one shot, quoi. C'est peut-être le fait que quand tu es au théâtre, c'est sans filet, tu te lances. Moi, je pense, sincèrement, je te le dis honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus vivant, de plus. Moi, je me sens vivant sur une scène. Je crois que le cinéma, ça a presque tout sauf la vie, alors que le théâtre, c'est presque que de la vie sauf tout le reste. C'est clair, ouais, c'est vrai. Alors, ensuite, tu me reçois toujours? Comment? Ah, c'est bon, je pensais qu'il y avait un problème d'image. Non, c'est bon. Non, je suis là, c'est parce que parfois, je bouge pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bravo, statue. Alors, ensuite, après ça, en 2014, tu participes au film Les Héritiers. Ah, génial! Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je suis fier de ma filmo, Les Héritiers, il faut voir ce film. Alors, figurez-vous, j'ai une petite frustration sur ce film que je vais vous raconter, mais qui est peu importante finalement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Petite frustration, j'avais un très joli rôle et il faut savoir que Les Héritiers, c'est un film. Alors, c'est une histoire vraie. Elle a été vécue par Ahmed Dramé. Ahmed Dramé apporte son histoire à Marie Castille-Mention-Chat, qui est une réalisatrice qui a pignon sur rue, qui a fait des très très belles choses à ce moment-là, au moment où il vient de elle a fait encore d'autres très belles choses depuis, mais à ce moment-là, elle a fait des très très belles choses. Et elle lui dit, ok, je te le produis et je te le réalise. On coécrit ensemble, parce que moi je vais le transformer en scénar, mais c'est ton histoire, et je te donne le premier rôle. Ok, roule ma poule, le mec est pas du tout comédien, il arrive avec sa propre histoire, et il se lance sur ce truc-là. Au final, ça donne un très très joli film, une histoire vraie, sur l'histoire d'une classe en ZEP, dont la professeure d'histoire-géographie
décide de les inscrire à un concours qui normalement est remporté que par les classes d'Henri IV, etc., etc. Et en fait, toute la hiérarchie de cette professeure va lui dire mais t'es une malade, pourquoi tu les emmènes, tu les envoies au casse-pipe? Et elle dit mais pourquoi? Ils sont pas plus cons que d'autres en fait, je vais les emmener. Et en fait, au fur et à mesure de cette aventure, non seulement les élèves vont suivre cette prof, ils vont finir par gagner ce concours contre toute attente, ils vont prouver qu'ils sont capables de construire un projet, mais aussi capables de travailler autour de ce projet qu'est la Shoah, qui est très divisant dans les quartiers multiculturels de Seine-Saint-Denis, où s'est passée cette histoire, etc. Et au final, on va assister à une classe qui est très divisée au début du film, et c'est une histoire vraie, avec des vannes sur les origines, sur les religions, etc., et qui finit par se souder autour de ce thème-là, autour du thème du travail. Et donc le film est non seulement très réussi, mais très émouvant, et en plus c'est une histoire vraie. Et quand je suis contacté pour participer aux essais pour ce film, je décroche un rôle d'un personnage qui a existé. Et on m'invite sur le tournage avant que je tourne pour rencontrer ce personnage. Et donc cet homme, en fait, dans la vraie vie. Et moi, je suis le personnage, je vais interpréter le personnage, mais lui, il a vraiment vécu. Et je le rencontre et il m'explique et tout ça, et je travaille le rôle. C'est la première fois, peut-être parce que ça a existé, parce que je rencontre la personne que je vais interpréter, que je travaille à ce point un rôle. Et j'ai des scènes magnifiques, et notamment une scène très belle où je crois que c'était Aymen qui jouait le très bon acteur, Aymen, fantastique acteur qu'il faut suivre, le mec fait des trucs géniaux, qui jouait ce personnage, mais bon, j'ai un doute. Mais en gros, mon personnage est un peu un grand frère, il est un peu plus âgé qu'eux, et il a de très belles scènes, dont notamment une scène où il va découvrir, enfin, il va rentrer dans un appartement en flammes pour aller sauver un personnage qui est en train de mourir, et finalement le personnage est mort, il le découvre mort. Et ensuite il y a la scène où il est en train de digérer la mort de ce jeune qui comptait beaucoup pour lui, et où il pleure, etc., face caméra. Et toutes ces scènes là au tournage se sont très très bien passées. Ma scène de pleurs, c'était une angoisse pour moi, elle se passe très bien, j'ai des félicitations de la réalisatrice, de l'équipe technique. Tu sens dans le regard des autres que tu vois, tu as fait un truc qui s'est bien passé, il y a une grande fierté en moi, je me sens, voilà, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail, et du coup de m'être mis au service de ce film-là auquel je crois vraiment sur le scénario à fond, et je suis très fier à ce moment-là. Et en fait, au final et au montage, la réalisatrice m'a téléphoné, grande classe d'ailleurs d'avoir pris la peine de m'appeler pour me le dire, et elle me dit écoute, on a fait un film qui est trop long, c'est trop compliqué, donc on va couper toute une branche du film, et dans cette branche il y a ce personnage, du coup tu restes dans le film, mais il reste qu'une scène de toi. Et d'ailleurs, je vais même te dire un truc, la scène qui reste de moi, elle est si petite et elle était liée à cette branche-là qu'elle est presque sans intérêt finalement au regard de l'intensité du reste du film. Et la D'accord. réalisatrice qui est très classe m'a emmené avec elle à Cannes, avec le reste de l'équipe. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'il y avait des projections, et les gens à la fin des projections disaient mais c'est qui? Parce que lui on l'a vu, lui on l'a vu, mais tu sais, il n'y a qu'une scène, donc ils me remettaient pas du tout, tu vois. Et voilà, elle a été très classe, je me suis senti très très intégré. Et donc j'avais en même temps la fierté d'en être, parce que aussi petite soit la pièce que j'apporte à ce puzzle, le puzzle est si beau que j'étais très fier. Et en même temps cette frustration de me dire je suis là, mais en fait je suis pas là, c'était très bizarre. Et voilà, je revendique à fond ce film, je trouve beau. Évidemment, les gens qui sont pas du métier, quand ils regardent le film, ils se disent oui, bon, ok, le mec il a une scène, il dit une phrase, ok, très bien. Mais en fait, c'est plus intense que ça de participer à un film. C'est-à-dire que, à part peut-être si tu es figurant sur une scène avec 300 personnes et que tu ne t'impliques pas dans le film, mais la moindre phrase dans un film, elle compte, et c'est de toute façon une implication. Et du coup, quand tu crois dans le film, c'est une fierté folle, quoi. Et donc, ce film-là, Les Héritiers, très beau film qu'il faut aller voir si vous ne l'avez pas vu. Il faut aller regarder le travail d'Ahmed Dramé, le travail d'Aymen Deryachi, le travail de Marie-Castille Mention-Char. Il faut aller suivre. En plus, ça a révélé plein de talents, ce film. Enfin, c'est vraiment fantastique, quoi. Très heureux d'en être, vraiment. Très bien. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à la frustration d'avoir été un peu dans une longue scène et finalement c'était un peu coupé au montage. Je l'ai un peu vécu moi il y a quelques années quand j'étais encore au lycée, j'ai tourné dans la série SS-18 Ouais, et ça s'est passé dans mon lycée justement. J'étais recruté, j'ai pas dû passer le casting puisque je fais partie du groupe théâtre. Et bref, c'est trop marrant ce qui m'est arrivé, c'est que je devais faire partie d'un groupe d'élèves qui devait rentrer dans le lycée. Et j'ai déconné un peu avec enfin pas la metteuse en scène, mais la directrice de casting qui nous a mis sur le projet. Et puis après, elle m'a fait changer de scène carrément. Au lieu de faire le mec qui allait rentrer au lycée, j'étais avec un autre gars. On sortait du lycée, on faisait l'école missionnaire. Malheureusement, bon, on a fait plusieurs prises, je crois, deux ou trois, je crois.
Mais bon, ça n'a pas été pris, quoi. Et mais je me rappelle parce que justement, ça donne des bons moments, quoi. Même si t'es pas dedans, même si t'as pas été pris au final, t'es pas dedans. Mais c'est de se dire que comment t'en as arrivé à décoller dans cette scène. C'était marrant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un travail d'équipe et c'est important, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses projets plus que ses rôles, en fait. Parce qu'après, tu es fier d'en être et puis surtout, tu regardes le film, tu dis, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, j'ai participé à créer cette œuvre-là et j'en suis fier et je la trouve belle, tu vois, c'est chouette. C'est clair, surtout que les héritiers, c'est un bon message, quoi. C'est un appel à la tolérance, au respect, quoi. C'est un film magnifique, magnifique. Alors, ensuite, changement d'univers, puisqu'en 2015, tu participes à la série Nos chers voisins. Ouais, à plusieurs reprises, en fait, on avait, avec Audrey Garcia, on D'accord? formait un couple d'amis, du couple, tu sais, qui était à la campagne. Pour ceux qui suivaient, il y avait un couple à la campagne. C'était David Morat qui interprétait le mari et c'était Anne-Elisabeth Blateau, je crois. Oui, Elisabeth exact, Blateau, oui, oui. ouais, Bah qui alors, interprétait la c'est femme. pas Nos chers voisins, qu'est-ce que tu... Ah merde, bah oui, scène de ménage, voilà. J'ai vu, voilà, il y Ah a un oui, alors, problème. pardon, j'ai fait Nos chers voisins et scène de ménage, j'ai fait les deux. Et là, du coup, j'étais en D'accord. train de me Ah tromper. oui, Là, d'accord, ok. là, j'étais sur scène de ménage, mais j'ai fait Nos chers voisins. D'accord. Alors, sur Nos chers voisins, j'ai fait deux ou trois épisodes, je sais plus. Mais j'en ai fait un très marrant. Donc, ouais, ouais, non, c'était cool à tourner ça. Nos chers voisins, scène de ménage, c'était un peu la même mécanique. Et puis, Ouais, c'était cool parce exact. que je me souviens que mon agent m'avait dit c'est bizarre qu'il t'appelle pour faire l'un alors que tu as déjà fait l'autre parce que c'est un peu concurrence et tout. Et en fait, Oui, je suis c'est vrai. passé entre les gouttes, j'ai fait les deux. Et à plusieurs reprises, j'ai fait, je sais pas, peut-être 6 ou 7 épisodes de l'un et puis 4 ou 5 de l'autre. Enfin, je sais pas. Ouais, c'était cool. Et c'était à peu près la même période. Ouais. Ouais. D'accord, ah, c'est pas mal ça. C'est très chouette. Très chouette. Et puis, c'est une vraie école de tournage parce que ça va vite. Il faut être efficace. Il faut tout de suite sentir ce qu'on te demande. Quand tu arrives la première fois, tu as un peu la pression parce que c'est très rodé, ça va vite, ils se connaissent, ils savent comment ils tournent, ils enchaînent. Tu arrives là, tu te dis putain, si j'assure pas mon truc, je les ralentis et tout, je vais passer pour un boulet. Et puis du coup, on te rappelle une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, tu te dis c'est bon, j'ai gagné mes galons. Et ouais, ouais, c'est une belle école de tournage ça, de faire ce genre de série télé comme ça. Ouais, Ensuite, en 2016, tu participes au téléfilm L'affaire de Maître Lefort. ouais, ouais. Ouais. Alors ça, c'était avec Patrick Sébastien et avec un ministre, enfin qui n'était pas à l'époque. D'accord, C'était avec un ministre qui n'était pas à l'époque. Qui ça peut être? qui joue son propre, enfin quasiment son propre rôle et qui est un avocat. D'accord. Ah, Dupond-Moretti. Ouais, ouais. Oh bien, pas mal. Bien. Ah, ça devait être. Bon, je suppose que tu étais un peu habitué à la grosse machine depuis le temps, mais ça devait être quelque chose d'énorme, quoi. Jouer Alors, face à Dupond Moretti figure-toi et. que c'était effectivement une très grosse machine, mais le réalisateur m'a appelé en amont pour qu'on travaille le rôle ensemble chez lui à Paris. Enfin, il avait un petit tata à Paris. Et en fait, on a super bien dégraissé le truc ensemble. On s'est vu à plusieurs reprises. On a vachement bien travaillé. Et souvent, les réals font ça. Bruno Chiche, pour Le Bonheur des Dupré, avait fait ça aussi. Et on avait pris un petit déj dans le 9e. On avait pris le temps de papoter. Et en fait, du coup, quand tu arrives sur le film, tu es un peu moins impressionné par la machinerie parce que toi, tu as lié. Marie Castille Manchonchard sur Les Héritiers me l'avait fait aussi en me faisant venir pour qu'on déjeune ensemble et tout. Et du coup, la machinerie t'impressionne beaucoup moins parce que, en fait, tu sais que tu es attendu, tu connais le réal, vous avez déjà fait des vannes, vous avez déjà un peu papoté, et du coup, tu es beaucoup, beaucoup moins impressionné. Donc ouais, non, c'était une grosse machine. Hein. Patrick Sébastien Dupond-Moretti, c'était un énorme truc. Moi, ce dont je me souviens vraiment, c'était que le rôle était marrant et surtout que ce réalisateur-là ne laissait absolument rien au hasard. Vraiment très 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 précis. D'ailleurs, il est décoré dans tous les sens. Il a eu des prix dans tous les Alors, sens et largement voir si mérité. j'ai. Excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, non, et du coup, comme tout était vraiment très maîtrisé, il m'avait fait travailler mon rôle vraiment à la perfection, vraiment très, très pointilleux. Pour lui, il n'y a pas de petit rôle dans un film. Et en fait, je jouais un jour, donc c'est une affaire de procès en fait sur la durée. Et je faisais le journaliste, type journaliste BFM TV, qui va commenter le procès au fur et à mesure du film. Donc j'ai plein de petits moments où je reviens pour venir ponctuer, pour venir donner des clés. Et en fait, il m'avait dit, ouais, aucun intérêt de faire un mec face micro qui donne des infos au public. Il faut lui ajouter un truc, il faut qu'il ait une caractéristique. Et du coup, on en avait fait un mec
un peu sûr de lui, le mec qui passe à la téloge. Donc toutes les 2 minutes, en même temps que je parlais à la caméra, je reluquais le cul des nanas qui passaient au palais de justice. Je fumais ma clope juste avant l'antenne. Et puis au moment, donc il y avait la caméraman qui disait 3, 2, 1, on est à l'antenne. Je la cachais derrière mon dos. Je disais bonjour, on est devant le palais de justice. Et on lui avait rajouté plein de petits détails comme ça qui faisaient que le personnage était rigolo. Et à tel point qu'il avait même retravaillé une scène pour que mon personnage parie avec sa caméra woman sur l'issue du procès et qu'à la fin il gagne son pari et qu'il récupère un bifton qui se met dans la poche et tout. Enfin, il y avait un vrai truc comme ça, et du coup d'un personnage un peu fade qui est presque un personnage narratif qui vient ponctuer comme ça le film pour donner des clés aux spectateurs, on en avait fait un vrai personnage et c'était très intéressant à jouer, c'était vraiment cool quoi. Ouais, vraiment chouette. D'accord. Juste pour savoir, enfin, aucun rapport, mais enfin, si, c'est un rapport juste pour savoir si je me suis pas trompé, le réalisateur, c'est pas Jacques Malater par hasard? C'est ça, Jacques Malater. Je l'ai pas dit, pardon. Bah, j'aurais dû le dire. Non, mais tu sais J'essaye pourquoi je toujours de sais que citer c'est tout le Jacques monde et je me Malater? suis emballé sur ce que je disais. Ouais, c'est Jacques Malater, ouais, C'est bien sûr. marrant. Je vais te dire pourquoi c'est Jacques Malater, parce que je sais que depuis quelque temps, il travaille avec Patrick Sébastien. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et Jacques Malater, justement, c'est lui qui a réalisé l'épisode des SOS 18 où j'ai joué. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Ouais! Donc ça nous fait un petit point commun. Très Jacques sympa. Malater, c'est un mec, je vous le dis, je pense pas que toujours du bien de à peu près tous les gens qui font ce métier. J'ai des vrais amis, j'ai des connaissances, il y a beaucoup de gens très intègres et tout. Jacques Malater est à mettre dans mon top 3 des gens intègres, droits dans leurs bottes, respectueux. De la femme de ménage au PDG, il traite tout le monde pareil, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Il donne de l'importance aux gens, il de la considération et au-delà du métier qu'on fait, où parfois il y a beaucoup d'ego trip et tout ça, au-delà de ça, même si je l'avais rencontré dans un autre contexte, c'est vraiment le genre d'humain qui peut me réconcilier un petit peu avec ma misanthropie. C'est un mec top, 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 voilà, vraiment génial. Euh, si vous êtes un comédien et que vous aimez son travail, c'est le genre de mec qui est accessible, qui répond, qui prend le temps de discuter pour de vrai. Quand il dit à une comédienne qu'elle est bonne, il parle de son jeu vraiment. Enfin voilà, c'est un réalisateur intègre, droit dans ses bottes. Voilà, c'est vraiment un mec chouette. C'est clair. C'est clair. Moi, en tout cas, dans le souvenir que j'ai vu qu'il mettait à l'aise et tout. Et voilà. Et puis, on avait papoté par rapport à l'Odyssée de l'espace qu'il avait réalisé. Bien J'étais sûr, content. l'Odyssée de l'espèce, un chef-d'œuvre. Ah, Un mais exactement. chef-d'œuvre. J'ai même vu la suite. C'est trop. Franchement, c'est là où je me suis dit, en France, on a des gens qui peuvent faire des beaux trucs comme ça. Mais ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, nous allons enchaîner parce que sinon, l'émission va durer plus d'une heure. Vas-y, vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. Alors, ensuite, tu as joué dans la série télé Babel Villa. Ouais, alors ça n'a pas vu le jour, hein. D'accord, ok. On a Oui, fait parce un que j'ai vu pilote aussi des avec Bruno pilotes. Solo. On a fait un D'accord, ok. pilote avec Bruno Solo et ça a finalement pas vu le jour. Mais c'était drôle. C'était drôle. Ouais. C'était, je sais pas comment le définir, mais un genre de caméra café religieux, quoi. Donc moi je jouais l'imam. Il y D'accord. avait un rabbin et il y avait un curé et puis c'était nos problématiques aux uns et aux autres. C'était drôle, c'était marrant. C'était marrant. D'accord, ok. Ensuite, tu as joué et écrit la série télé Tout part en live en Oui, 2018. j'ai fait ça avec Johanna Dilolo et Clément Boyer. Oui. Alors ça, c'était Alors, génial, franchement, hein. parce que c'est un autre corps, là, tu es passé de acteur à auteur à acteur. Donc, En comment t'es fait, venu l'idée auteur, je le suis déjà depuis longtemps, D'accord. que ce soit du roman ou de la nouvelle ou des poèmes qui ont été édités, etc., ou que ce soit ensuite mes spectacles, avec notamment mon spectacle, j'en ai écrit 3 des seuls en scène, et puis j'ai coécrit aussi des On choses y à 2 ou à reviendra. 3, etc. Vas-y. Ouais. Mais comment dirais-je, là, ce qui était intéressant, c'est que il faut se remettre dans le contexte, c'était bien avant la grande mode de tous les lives. C'est-à-dire qu'il n'y D'accord. avait pas tous ces lives Instagram, tous ces lives Facebook et tout ça. La fonction existait, mais c'était pas encore à ce point développé. Et surtout, la plupart des gens qui faisaient des lives, c'était pour pas dire grand-chose, coucou, tu vois, machin. Et j'appelle Johanna Boyer Dilolo, je lui dis voilà, j'ai envie de faire un truc, on commence à discuter, on envisage un projet, etc. Et on tombe d'accord sur l'idée de faire une série qu'on va tourner en live. Donc pas de montage, pas d'étalonnage, pas de deuxième prise, il faut être au taquet. Et notre idée, c'est que les gens qui regardent ne puissent pas réaliser
que ça a été fait en live, qu'ils aient presque l'impression qu'il y a eu du montage. Et pour le tout premier épisode, donc on prévient personne, zéro com, rien du tout. Et pour le tout premier épisode, je fais un live où j'annonce que je viens d'écrire une série, que ça va être de la bombe et qu'on va réaliser bientôt. Et pendant que je suis en train de dire ça, une voiture s'arrête dans mon dos, 3 mecs cagoulés viennent, ils me mettent un sac sur la tête, ils me kidnappent et ils m'embarquent. Mais nous, on n'a fait aucune com. On n'a pas dit que c'était de la fiction. Donc moi, je suis face cam, en train de faire un selfie, en train de dire salut les gars, je vais bientôt tourner dans une série que j'ai moi-même écrite, etc. Machin. Donc les gens qui sont devant le live, ils prennent peur en fait. Ils se disent merde, il a été kidnappé pour de vrai. Et à partir de là, on va jouer sur le côté vrai-faux. C'est-à-dire que très rapidement, c'est désamorcé, parce qu'il y a même des gens qui voulaient appeler la police. Donc dans les commentaires, on désamorce et tout ça machin. On va jouer sur le vrai-faux. Et l'histoire de cette série, c'est qu'en fait, au moment où j'annonce face cam en selfie que j'ai écrit une série et que je vais la tourner, je suis kidnappé par, on va l'apprendre plus tard dans les autres épisodes, les personnages de cette série qui me kidnappent pour me demander de la réécrire avant de la réaliser parce qu'ils ne sont pas contents de leur sort dans cette série. Et en fait, chacun des épisodes, c'est comment je vais me sortir de cette intrigue, sachant que pour que je puisse réécrire un scénario du passé dans la convention de notre science-fiction, il faut qu'on soit les deux co-auteurs réunis. Du coup, il faut que les gens qui m'ont kidnappé retrouvent ma co-auteur et moi aussi pour la prévenir qu'elle va être kidnappée. Et donc voilà, c'est une espèce de course-poursuite. Et on a des épisodes où on s'est vraiment pris la tête pour donner le sentiment qu'on avait vraiment du montage, etc. Alors qu'en fait, on était en live, on avait juste un iPhone et on a notamment réalisé un des épisodes dans le sous-sol de chez mes parents où en fait, chacun des endroits du sous-sol, on l'avait aménagé comme une pièce différente. Entre chaque pièce, on avait le caméraman qui tenait l'iPhone, qui mettait sa main devant pour faire obturateur et pour arriver ailleurs comme si on passait d'une scène à une autre comme dans une vraie série. Et donc, tous les comédiens étaient dans une pièce. Et donc, on arrivait sur une pièce, c'était le commissariat. Tac, on arrivait sur l'autre pièce, c'était l'endroit où on était kidnappé. On courait pour faire le tour de l'autre côté pour aller se mettre en place pour la scène d'après, etc. Et pour les musiques qui accompagnaient les scènes, il avait une enceinte accrochée autour du cou. Comme ça, et il était suivi par un pote avec un Mac qui envoyait lecture sur les musiques au moment où il fallait qu'il y ait de la musique. Et au final, quand tu regardes l'épisode, tu as un épisode qui est réalisé presque comme un épisode normal. Tu vois, tu passes d'une scène à l'autre, des costumes différents, des décors différents, de la musique. Mais en fait, tout a été fait en live avec un iPhone et une bande de potes qui courent autour de l'iPhone, quoi. Et le souvenir est fantastique. Et il y a 2-3 jours, on en parlait avec Johanna parce qu'il y a 7 mois, Vincent Lagaffe a créé une série qui s'appelle Vincent Lagaffe part en live. Et on s'est dit, ah les boules, même si ça ressemble pas du tout, c'était un petit peu notre titre et tout ça. Surtout que nous, on avait appelé notre série TPEL, tout part en live. Et lui, il a appelé ça VLEL. Tu sais, vraiment, il a repris le hashtag TPEL, hashtag Vincent Lagaffe part en live. Et bref, et du coup, on en parlait il y a quelques jours au téléphone où on se disait, voilà, c'est quand même dommage, on devrait reprendre. Le seul problème, c'est que c'était une grosse mécanique. Il fallait que tous les acteurs soient disponibles au même moment. Il fallait qu'on ait les décors, il fallait qu'on ait la connexion pour être en live. Et puis voilà, avec le boulot, avec tout ça, il y a un moment donné, on a été obligé de lâcher. On était pris à droite, à gauche. C'était vraiment un passe-temps entre potes, tu vois, et on a été obligé de lâcher. Et au final, on n'est pas allé vraiment au bout de ce qu'on aurait voulu faire. Mais on parle parfois de la reprendre. Aujourd'hui, ça aurait peut-être moins de valeur et moins de sens parce qu'il y a des lives dans tous les sens et que on a un petit peu perdu le côté fou et magique qu'il y avait au tout début des lives. Mais on a un petit peu cette petite fierté d'avoir été au début du truc et d'avoir eu une idée un petit peu impactante. On avait été contacté par une école de cinéma parisienne qui nous avait dit venez parler de votre projet aux élèves parce que ce que vous faites là, c'est toute la débrouille qu'on attend du vrai cinéma, tu vois, c'est-à-dire que d'être capable de faire des trucs fous avec 2 bouts de ficelle et beaucoup d'envie. Et c'est ce qu'on faisait et je pense que c'est ce qu'on va continuer à faire parce que des idées, on en a plein et comme je te disais, on a presque le regret de ne pas être allé plus loin avec cette série. Mais c'était vraiment chouette à faire, vraiment, vraiment cool. D'accord, très bien. Bah, c'est pas mal en tout cas. Ouais, C'est ouais, pas mal. je suis très L'idée, content de cette idée. j'aime bien l'idée. Franchement, j'aime bien l'idée. C'est pas mal. Alors ensuite, tu as joué en 2018 dans le film Les Tuches 3. Ouais, Les Tuches 3, très très belle rencontre avec Olivier Barou, que j'ai trouvé vraiment pro, vraiment efficace, vraiment top. Très 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 belle rencontre. Et puis voilà, j'avais un rôle de journaliste. C'était cool. Ça te suit, ça te suit. Oh, même moi, j'ai fait un journaliste dans un court métrage. Oh, on a des bons petits points communs, c'est marrant. C'est vrai, ça nous fait des bons points communs. Oui, je vais encore revenir parce que la dernière fois, les gens n'ont pas pu entendre, mais là, on va revenir. Mais en parallèle à ça, de 2008 jusqu'à, je crois, 2014, non, jusqu'à 2000,
2016, il me semble, tu as été animateur-lecteur dans Voyage au bout de la nuit. Alors, c'est plus long que ça. J'ai commencé en 2008 et j'ai arrêté en 2019. D'accord. En fait, j'ai arrêté en janvier 18 ou en janvier 19, je sais plus, mais les émissions ont continué à être diffusées après que j'ai arrêté de tourner, donc je crois que je suis plus à l'antenne depuis janvier ou février 19, un truc comme ça. Et effectivement, j'ai lu des livres sur C8 dans Voyage au bout de la nuit ouais, pendant 11 ans. Ouais. Exact. Et tu as lu l'un de mes textes. Je te remercie d'ailleurs encore. Ça m'a fait plaisir. Oui, parce que j'avais une petite rubrique avant les lectures. J'avais une petite rubrique dans laquelle je pouvais lire les textes des gens qui me contactaient et je partageais un peu la lumière de cette émission. En fait, le milieu de l'écriture, il est assez violent parce que comme dans tous les milieux artistiques, si tu veux, tout est affaire de subjectivité. Donc, il n'y a pas de meilleurs auteurs que d'autres auteurs. Il y a surtout des auteurs qui nous touchent. Et puis, il y a des auteurs qui touchent le grand public et des auteurs qui vont toucher un public plus restreint. Mais en termes de qualité, ça se jauge pas, si tu veux. C'est subjectif qui est le seul juge et en fait le goût, etc. Et en fait, j'avais accès à une émission de télévision dans laquelle je pouvais lire des auteurs. J'avais l'antenne pour moi pendant 3 heures. Je pouvais en faire ce que je voulais. Je me disais, c'est quand même hyper violent d'avoir ça et de ne pas envisager de partager un petit peu cette exposition. Et je me disais, comme le milieu de l'écriture, encore plus que n'importe quel autre milieu, est un milieu qui est très dur d'accès à cause des maisons d'édition, à cause de tout ça. Je veux dire, quand tu fais de la musique, tu t'ouvres une chaîne YouTube, tu joues de la musique, mais quand tu écris, c'est plus difficile d'aller toucher les gens. Si tu veux faire un film, aujourd'hui en 2020, tu prends un iPhone, trois potes et tu fais un film. Mais je trouve que l'écriture, c'est encore plus difficile. Alors tu peux écrire des blogs et tout, mais comment les faire connaître, comment amener les gens à venir te lire, et puis il y a une vraie concurrence. Et donc je me disais, il faut que je partage un peu de cette lumière, c'est trop, tu vois. Et donc j'avais été voir les directeurs d'antenne et je leur avais dit, voilà, moi je demande rien d'énorme. Juste, est-ce que je peux avoir une petite rubrique, quelques minutes avant ma lecture, où je lis des textes de gens pas connus, en donnant leur compte Instagram ou leur compte Twitter ou quoi que ce soit, pour leur donner un peu d'exposition, quoi. Et les gens ont commencé à m'écrire, à m'envoyer leurs textes, et ça a pris une belle ampleur. Et puis, au moment, alors c'est un triste souvenir, mais j'y pense quand même parce que ça m'avait beaucoup ému. Mais au moment des attentats de Charlie Hebdo, j'avais reçu énormément de textes qui disaient c'est pas tant pour être connu, c'est pas tant pour faire valoir ma plume, mais j'ai envie de m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer, et il y a personne qui va me lire à part vous. Et j'ai reçu des tonnes de poèmes, de textes, de billets d'humeur. Et je lisais tous sans distinction. Je suis juge de rien, de personne, d'aucune œuvre. Et donc je lisais tous sans distinction. Il y avait des choses très bonnes, des choses vraiment moins bonnes, mais tout le monde avait le droit d'exister dans ma petite rubrique. Voilà, que je faisais avant les lectures et je trouvais ça cool aussi parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens, ça m'a permis aussi de permettre au public de rencontrer des auteurs et voilà, je trouvais ça vraiment cool. Et puis après, petit à petit, dans l'émission, on a des gens qui ont commencé à s'investir encore plus, donc on a eu des invités. Euh, Moi, j'ai été le premier lecteur, ça c'était un hasard du calendrier, mais j'ai été le premier à recevoir des invités. J'avais reçu notamment le curé de la Morandais, j'avais reçu Eric Nolot. Alors avec Nolo, je lui avais écrit, je lui avais dit voilà, j'aimerais vous recevoir et tout. Il m'avait répondu, était venu. Mais après, plus tard, j'ai réussi à obtenir de la part des gens qui s'occupaient de l'émission le fait de recevoir des gens pas connus du grand public. Et c'est très dur à la télévision de faire venir des gens pas connus du grand public parce que la télé fonctionne à l'audimat, elle fonctionne au profit, elle fonctionne à tout ça. Et c'est normal, c'est une industrie comme une autre. Et on Exact. m'accordait ce droit-là et c'était une forme de liberté énorme. L'horaire de l'émission permettait cette liberté et les gens qui travaillaient sur l'émission m'accordaient cette liberté, nous accordaient à tous les lecteurs et toutes les lectrices. Et on recevait des gens et j'ai reçu des gens pas connus du grand public qui venaient défendre leur bout de gras, parler de leurs œuvres, parler de la difficulté d'un auteur pour exister, etc. Et c'était vraiment chouette, vraiment chouette et c'est des bons souvenirs quoi. Ça a duré une bonne décennie et ça m'a permis de me faire connaître aussi du grand public. Moi, j'ai été reconnu dans la rue par des gens qui me reconnaissaient de ça parce que quand tu fais des fictions, tu fais une scène, deux scènes, trois scènes, on te remet pas si t'as pas un rôle récurrent. C'est difficile d'exister si tu veux. Mais là, j'étais toutes les nuits à l'antenne et puis j'ai fait des zappings, j'ai été reçu dans d'autres émissions pour parler de cette émission et donc j'étais le mec des lectures de la nuit, tu vois. On me reconnaissait dans les... Une fois, j'étais dans ma voiture vraiment et on était embouteillés, donc il y avait une voiture dans l'autre sens. Et à un moment donné, je vois trois gars dans la voiture d'en face qui s'agitent, qui commencent à se parler entre soi, à se secouer. Et d'un coup, ils baissent sa vitre, ils me disent ah, t'es le mec qui lit des bouquins sur la 8, t'es le mec de la nuit, machin. Et j'étais le mec de la nuit, quoi. Et ça m'allait très bien, ça m'allait très bien. Ouais, c'est vrai que tu étais bien dans ce rôle. J'ai bien aimé. Oui, non, ce que je veux dire, ça m'allait bien d'être le mec de la nuit, si tu veux. J'ai pas, comment dire, j'avais pas de revendication, Ah, d'ego mal d'accord. placé, de dire ouais, mais je fais d'autres trucs. Attends, je suis aussi comédien, je fais du théâtre, je fais du cinoche.
ça m'allait, tu vois. Si je rencontrais les gens à cet endroit-là, qu'ils étaient heureux de me reconnaître, s'il y avait un échange avec le public et tout, moi je prenais du plaisir à le faire, je prenais du plaisir à lire. Donc moi honnêtement, je te dis, hein, s'il fallait y retourner, j'y retournerais en courant parce que c'était super. Et puis, pardon, mais depuis tout à l'heure, je te parle de mon CV, de ce que ça raconte, de la fierté, mais j'ai, pendant une décennie, lu des textes de grands auteurs sur une chaîne gratuite à la télévision française. C'est énorme. Le simple fait que cette émission existe, c'est énorme. Et le fait que j'ai été admis, qu'on ne m'ait pas viré avant, qu'on m'ait fait confiance pendant 10 piges, c'est fou, quoi, tu vois. C'est La clair. télé, c'est un monde où ça valse dans tous les sens. J'ai réussi à rester assis sur ce fauteuil de cette émission pendant une décennie pour y lire des textes de littérature. C'est génial. C'est Ah, génial. C'est ça, l'exception culturelle française. Je vais même aller plus loin. Sur la même chaîne que Cyril Hanouna. C'est pas le grand écart, ça? C'est pas ah, génial? si, j'avoue, ouais. Franchement, c'est vraiment. C'est-à-dire que nous, on avait Victor Hugo, Les Misérables, juste avant ou juste après une rediffusion d'Hanouna. C'est génial. Je Ah, dis mais pas qu'Hanouna est génial ou Victor Hugo est génial. Ce que je trouve génial, c'est que ça cohabite. C'est génial. oui, C'est voilà, génial. comme quoi, on n'a pas besoin d'être sectaire, de se dire ah non, la culture, c'est pas, ça peut pas aller à Kaduna, alors que toi, tu as réussi très bien à démontrer que ça pouvait se faire. Oui, et puis, tu sais, je vais même te dire plus, quelles que soient les raisons pour lesquelles les dirigeants d'une chaîne programment tel ou tel truc, peu importe. Le résultat, c'est qu'on avait accès sur une télé gratuite à des auteurs classiques de la grande littérature française. Et je trouve que rien que ça, c'est un acte dans les années où ça s'est passé, tu vois, où ça se passe toujours, parce que l'émission, moi je la fais plus, mais l'émission existe toujours, hein, je ne la suis pas, donc je ne sais pas à quoi elle ressemble aujourd'hui, donc je ne peux pas en parler, ni la défendre, ni l'attaquer, c'est pas du tout mon propos, mais je parle de ce que je connais, ce que moi j'ai fait, je le disais à l'époque et je continue à le dire aujourd'hui, cette émission que j'ai fait avec Louise Pasto, que j'ai fait avec Claire-Lise Le Cerf, avec voilà, qu'on a fait tous ensemble, c'est un acte de résistance culturelle. Et je suis fier d'avoir été parmi ces autres actrices et ces autres acteurs euh, partie prenante de cet acte de résistance culturelle. Je trouve ça fantastique, voilà, je trouve ça génial. Parce qu'évidemment, bien sûr, tu vas trouver des émissions littéraires sur Arte à je sais pas quelle heure et tout. Et c'est très bien, et tant mieux, il faut qu'il y en ait. Mais des émissions littéraires, radio et télé confondues, si tu en as 5, c'est le bout du monde. Et Ah, bah, c'est télé, clair. tu dois en avoir 2, en comptant celle-là, peut-être 3, il y en a peut-être une qui m'échappe, en télé française gratuite. Tu Non, as la grande sur librairie. la grande librairie. C'est télé. Ouais, mais c'est France 5, donc c'est service public. Donc D'accord, mais faut peu importe, tu as la grande librairie et puis tu as Voyage au bout de la nuit. Il n'y a pas grand-chose d'autre, tu vois. voilà, ouais. Non, Je suis c'est pas vrai. sûr, Ouais. hein. Alors, tu Non, non, as je 21 comprends. grammes, mais 21 grammes, c'est que sur Internet, je crois. Bon, bref, t'as pas grand-chose si tu veux. Et au Ouais, c'est final, au final, c'était là, quoi. C'était là. Acte de résistance culturelle. Moi, quand on me demande ce que j'ai fait, j'ai lu des auteurs classiques sur la 8 pendant 10 piges. Ça c'est pas suffit. mal, j'avoue. Ça suffit. Bonsoir, Simone. Alors, en parallèle à tout ça, tu es aussi acteur, tu as tourné aussi sur les planches, donc on y revient hein, sur la scène. Tu as joué le rôle d'Aladin de Igor de Chalier de 2011 à 2015. Ah, attention, hein, parce que c'est écrit à deux Igor de Chaillier et Jean-Philippe Daguerre et c'est mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. D'accord, ok. Et D'accord, ok. attention, tu en parles au passé, mais je suis toujours Aladdin, hein. Là, non, parce que les théâtres sont fermés, mais j'y étais Exact. encore au mois d'octobre dernier, hein. D'accord. Voilà, donc ça continue. Ça attend, J'ai une question. comme toutes les J'ai une pièces, mais question. ça continue. D'accord, j'ai une question à propos d'Aladin. Alors, ce rêve bleu. Et ben, il est vraiment bleu, figure ça. Eh ouais, il est bleu, bleu, bleu comme le fond de la piscine, voilà. Ah, c'est super, Alain, c'est super. C'est une pièce fantastique. Tu regardes les yeux des enfants qui s'allument, tu as l'impression de servir à quelque chose. Voilà, t'es dans une belle mise en scène avec un metteur en scène fantastique, avec une équipe de comédiens géniaux. Euh, voilà, c'est pareil, j'ai démarré en 2011, on est en 2021 et j'en suis encore. Enfin là, j'en suis pas parce que c'est confiné. Ça fait 10 piges qu'on me fait confiance. C'est le seul truc qui compte. Le rôle me plaît. On joue au Palais Royal. On a été nommé au Molière, le metteur en scène est bon, les comédiens sont bons, et moi on me fait confiance pour faire partie de cette équipe. Royal au bar, il n'y a plus rien à demander. Je suis ravi, je suis servi. Ah oui, tu fais bien, parce que j'ai oublié ça, dis donc. Mais en 2004, tu as reçu le prix du meilleur acteur dans un rôle principal au Festival du court-métrage de Vaux-Croissant, si je dis pas de bêtises. Oui, mais en fait je ne l'ai jamais reçu, c'est-à-dire que je ne pouvais pas y aller,
D'accord. Je démarrais tout juste, j'étais un tout jeune comédien, je me rendais pas compte de l'impact de ce genre d'événement et j'ai reçu un coup de fil du réalisateur pour me dire que ça avait été moi et c'est tout. Donc j'ai pas de prix concret. On m'a dit au téléphone que c'était moi et j'ai dit merci, c'est cool. Enfin, tu vois, ça représente pas grand-chose. Alors que par exemple les jeunes talents Canadami en 2011, bon bah là c'est concret si tu veux. On est allé à Cannes, on a monté les marches, on a présenté le film. En termes de c'est pas une récompense individuelle, c'est plus une distinction collective, je dirais, pour le dire, mais ça reste quand même costaud, tu vois. Mais au-delà du fait que ce soit le Festival de Cannes, c'est concret. Là, le prix d'interprétation à Vaucresson, je ne l'ai pas vécu, si tu veux. C'est comme un peu plus tard, quelques années plus tard, j'ai tourné dans un film qui a obtenu le prix du public je sais plus dans quelle ville, à quel festival, qui est un très joli film, un film vraiment cool que j'ai adoré faire et voilà, dont je suis fier et que je revendique encore aujourd'hui. Et en fait, ce prix du public, j'y étais pas. Donc, ça représente D'accord. pas grand chose. On me le dit au téléphone, on m'envoie un mail, je dis ok, banco, tu vois. Mais effectivement, il y a ça sur mon CV et il y a ça dans mes souvenirs, tu vois. J'ai le coup de fil de ce personnage qui était le réalisateur, qui était réellement un personnage, pour ça que je dis ce personnage, qui était un homme qui est décédé depuis, qui était un homme incroyable. Et ouais, ça existe, ouais, ça existe. Roger Danel, le réalisateur, qui est décédé, D'accord. mais qui était génial et qui m'a fait confiance peut-être pour la première fois parce que je pense que ce court métrage doit être le tout premier que j'ai fait ou alors peut-être le deuxième, mais on est au tout début, quoi. D'accord, ok. Alors ensuite, ah là, tu vas pouvoir nous en parler un peu longuement de ce projet. Tu as joué et écrit le one man, enfin le seul en scène, Voyage dans les mémoires d'un fou. Donc Ouais. comment tu as eu l'idée de ce projet et voilà, Alors, comment tu as eu l'idée de ce projet pour le seul en scène quoi, parce que en fait, Voyage dans les mémoires d'un fou, c'est mon troisième seul en scène. Donc d'accord, avant ça, j'ai déjà écrit pas mal de choses et j'ai déjà écrit pour moi et déjà joué pour moi. Donc au début, je démarre avec un spectacle qui s'appelle Monologue pour les vivants, mis en scène par Rebecca Stella. On joue notamment au Trianon, c'est une très belle aventure et donc dans la foulée, j'embraye tout de suite avec un deuxième qui s'appelle Suite Royale 2026. Là encore, très belle vie, on fait deux trois dates de tournée, etc. Et puis la vie faisant, je vais partir sur des projets où on me donne du travail avec des metteurs en scène qui me font confiance et en fait, je trouve ça chouette d'écrire pour moi. Mais à ce moment-là, ma réflexion, c'est de me dire, s'il y a des metteurs en scène qui croient en toi et qui te font confiance, il faut que tu saisisses euh, tout de suite l'opportunité qu'on te donne et la confiance qu'on t'accorde. Parce qu'écrire pour toi, c'est un truc que tu pourras toujours faire, alors que les réalisateurs ou les metteurs en scène qui s'intéressent à toi maintenant, c'est maintenant et peut-être pas après. Et donc à ce moment-là, je commence à travailler pour d'autres, toujours en gardant en tête l'idée que j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, Suite Royale 2026, je le joue en 2006 et 7, peut-être 8, je me souviens plus exactement. Et de 2006 ou 7 jusqu'à 2015, la création de Voyage dans les mémoire d'un fou, il va se passer 8 ans pendant lesquels je vais bosser à droite à gauche et je garde en tête l'idée de faire quelque chose. Mais je ne sais pas exactement quoi. Et donc, je griffonne des bouts de papier, ça n'avance pas. À ce moment-là, en plus, comme mes deux premiers seuls en scène ont eu un joli succès, je me fais une problématique que rencontrent parfois les gens qui écrivent ou les gens qui créent, c'est que j'essaye de refaire ce que j'ai fait pour essayer de plaire au public. Et donc je ne suis pas en train d'écrire ce que j'ai envie de raconter, je suis en train d'écrire ce que je crois qu'il faut dire à ce moment-là pour plaire et pour avoir du succès encore. Et à ce moment-là, je me trompe complètement, je vais droit dans le mur. C'est la pire manière de créer une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un livre, une pièce, un film, d'écrire pour ce que tu penses que les gens vont vouloir voir. Parce que ça veut dire que tu n'es pas sincère dans ta démarche, donc tu rencontres personne. Et puis surtout, ça n'existe pas les gens. C'est-à-dire que le public, il est tellement vaste et tellement varié qu'il faut que tu rencontres le tien. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si par exemple demain, tu te mets à jouer un texte de je sais pas quel humoriste dans la salle de je sais pas quel autre, c'est des publics différents et les textes vont être très bons, le jeu va être très bon, mais les publics vont pas adhérer. Et ça paraît normal si tu veux. C'est-à-dire que tu peux remplir un stade de France en étant, je sais pas moi, les Chevaliers du Fiel, et remplir un stade de France en étant, j'essaie de trouver quelqu'un qui soit Bigard. de oui, enfin par exemple, la Bigard c'est un peu dans le même genre que les Chevaliers du Fiel parce que c'est ce genre d'humour-là un peu provincial et je n'attaque pas, hein, je qualifie, mais un truc un peu simple, un peu Monsieur, Madame, tout le monde, etc. Mais je cherchais peut-être un autre type de seul en scène, un autre type de théâtre, par exemple. Je sais pas, je suis en train de chercher, mais peut-être Cobert, par exemple. Cobert, c'est du seul en scène, c'est moins du one man. Du coup, le distinguo se fait assez facilement. Bon, bah,
pour autant, les deux sont très bons. Les deux sont très bons et ça s'attaque pas, comme je disais tout à l'heure, c'est du subjectif. Le subjectif, ça se jauge pas. Et pour autant, les publics vont pas y trouver leur compte. Donc, du coup, c'était la pire manière. Et je jette plein de trucs à la poubelle et je m'en sors pas et je tourne en rond. Et je sais que je vais remonter sur scène. Je sais que j'ai des choses à dire, mais je sais pas comment les amener. Ça se bouscule dans ma tête. C'est très compliqué. À ce moment-là, je rencontre Corinne Bossu. N'importe quoi, Corinne. J'embrasse d'ailleurs Corinne Bossu parce que je viens de voir son nom passer en dessous dans les commentaires. D'accord. Et j'adore Corinne Bossu, c'est pas le problème. Mais je rencontre, du coup, maintenant, comme j'ai fait de lapsus, le nom de famille va pas me venir. Mais Corinne, d'ailleurs, tu l'as peut-être, le nom de famille, qui a joué dans Arrête de pleurer Pénélope. Ah oui, je sais qu'il y a Juliette Arnaud qui a joué dedans. Voilà, et elles sont trois. Oui, Et après, Corinne, comment? j'ai pas, ça m'a pas revenu. Malheureusement, ça m'a pas revenu. Corinne, on t'embrasse et on t'aime. C'est juste que là, le Désolé, cerveau ne voilà, fonctionne pas à cause des commentaires. Je lis Corinne voilà. Bossu, je dis Corinne Bossu, et paf, après, mon cerveau, il est foutu. Et il est 9h30, moi, à cette heure-ci, je dors normalement, qu'est-ce que je te dise. Donc, bref, je rencontre Corinne qui envisage de me mettre en scène. Elle a envie, mais moi, du coup, je suis bancal parce que je vois bien que je suis pas en train de raconter ce que je veux. Enfin, bref, c'est un peu relou et tout ça est là sans être là. Et puis, en 2014, j'ai des secousses dans ma vie personnelle. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais peu importe, qui font que à ce moment-là, j'abandonne tout et je décide d'arrêter ce métier définitivement. Voilà, c'est des problématiques personnelles, pas du tout des problématiques de métier, mais je me sens plus physiquement capable. Enfin, voilà, c'est assez difficile et je décide d'abandonner. J'ai un copain qui s'appelle Slimane Kassioui, qui est un excellent comédien et metteur en scène, qui me dit, écoute, t'as jamais fait Avignon, ni en spectateur, ni en comédien de toute ta vie. Tu peux pas prendre une décision aussi radicale sans venir à Corinne Puget. Ah! Yes. Comme quoi, des fois, ça revient sans qu'on s'y Pas du attende. tout. Je viens de le lire Ah, en bas de l'écran. Je préfère ah, avoir d'accord, l'honnêteté de le ok. dire. Merci, Vincent. Euh, yes. Non, parce que si je l'avais pas dit, ça m'aurait travaillé toute la nuit. Ça. Là, même en parlant, je continue à réfléchir. Merci beaucoup de l'avoir dit. En fait, est-ce que tu le savais ou est-ce que tu as cherché sur Google? Dis la vérité dans les Non, commentaires, franchement, dis-le. non, franchement, j'ai pas cherché parce que, honnêtement, j'ai pas. Ah, Là. pardon, non, pas toi, le mec qui l'a écrit. Le Ah, mec qui l'a d'accord, écrit. ok. Je demande au mec qui l'a écrit de mettre dans les commentaires est-ce qu'il le savait ou est-ce qu'il a cherché. Je suis sûr qu'il a cherché. Bon, bref. Oui, Et du c'est coup, possible. je vais à Avignon et à Avignon, je croise un couple d'amis qui tenait un théâtre là-bas et on va manger ensemble. Et Jérôme Thomeray, attends, il est en train d'écrire la Ah, vérité. La vérité quoi? Tu l'as lu sur Google ou tu le savais? Dis la vérité. Attends, il a écrit la vérité, mais j'ai envie de savoir maintenant. Allez, enchaîne. allez, Les dépêche-toi! gens ont envie de savoir là. Mais Ferme grave! le dimat. Allez. J'ai cherché, j'avoue. Voilà, je savais. Ah, Mais au moins, mais voilà, c'est bien. Au moins, tu l'as fait. Bravo, bravo. c'est clair. Merci, ça Et c'est merci bien. surtout. Et donc, du coup, on va dîner. Et Jérôme, qui tient ce théâtre et qui est par ailleurs metteur en scène, il me dit, écoute, c'est ce qu'on fait. T'arrêtes le métier si tu veux. Mais si t'es chaud, l'été prochain pour Avignon, je te donne un rôle dans une pièce chez moi dans mon théâtre. Et c'est une pièce qu'on avait déjà jouée par le passé. Donc, c'était une reprise. Il me dit, c'est une reprise de rôle, tu le connais. Et on le fait l'année prochaine dans mon théâtre. Je lui dis ok, j'y crois pas trop, je rentre chez moi et en janvier-février, donc tout ça se passe à l'été 2014. Et en janvier-février de 2015, il me rappelle et il me dit ok, moi je tiens parole et pour le coup Jérôme Thomeray c'est un mec qui tient parole et il me dit on va boire un coup et on parle du spectacle. Et on est allé boire un coup pour parler du spectacle et pendant ce coup je prends la parole un peu comme je fais souvent, je fais un peu mon show, j'occupe un peu l'espace et je les fais un peu marrer et je leur raconte notamment euh, voilà, un texte que je connaissais, etc. Et puis en leur racontant le texte, ça les fait marrer. Et je rentre chez moi. Et Jérôme m'appelle le soir même et il me dit, écoute, moi je t'ai découvert dans tes seuls en scène, dans tes deux premiers, j'ai découvert ton travail à ce moment-là. Vraiment, j'adore quand tu es seul au plateau, etc. J'ai envie que tu remontes seul en scène. Le texte dont tu nous as parlé tout à l'heure à table, est-ce que tu veux pas le jouer en seul en scène à Avignon, puisque tu y seras pour mon spectacle, tu fais ton seul en scène en même temps. Je lui dis ouais, ok, il faut que je le relise, il faut que je me remette dedans, je l'ai raconté de mémoire, mais ouais, pourquoi pas. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit écoute, moi je l'ai relu de mon côté, c'est pas drôle, en fait, c'est beaucoup plus drôle quand toi tu le fais. En fait, tu as extrapolé des trucs et c'est ton extrapolation qui était marrante et tout. T'as pas un truc à toi, il faudrait que tu joues un truc à toi, etc. Parce qu'en fait, là, si tu commences à jouer un texte d'un autre, etc., on n'aura pas la même sincérité, tout ça, machin. Je lui dis bah ouais, je sais pas. Il me dit écoute, c'est simple tu seras à Avignon pour jouer mon spectacle. Tu es nourri, logé pour ce spectacle-là et ma salle pour le tien, l'heure d'avant ou l'heure d'après, je te l'offre en fait, c'est cadeau. Tu n'as rien à payer. Donc si tu as un truc, c'est maintenant. Je me dis, c'est l'occasion où jamais
plus jamais j'aurai cette occasion. Et donc je dis, ok, j'ai un texte. Mais à ce moment-là, j'ai pas de texte. Et je dis, ok, j'ai un texte. De février, on est début février à ce moment-là, de février jusqu'à fin mars, on va réfléchir à l'idée de comment ça se met en place techniquement, l'horaire, la com, enfin tu vois tout ça. Et je vais même trouver un titre, parce que j'ai une idée d'où je veux aller sans en être complètement sûr, et trouver une ébauche d'affiche, de ce qui sera l'affiche, pour qu'on commence à avancer dans le travail. Mais j'ai aucun texte. Et en avril 2015, je suivais un stage avec des directeurs de casting, et en même temps que le stage, en un mois, j'ai écrit ce texte qui en fait était dans ma tête, qui était là, mais que j'avais pas mis en scène, et que j'avais pas mis en texte, si tu veux, en mots. Et en fait, c'est le coup de pied aux fesses d'avoir une date au bout du truc qui m'a obligé, et je me suis mis à écrire, et en un mois, j'ai pondu ce texte. En mai-juin, je l'ai répété à Paris, dans la salle, parce que Jérôme Thomeray avait aussi un théâtre à Paris, c'est plus le cas, mais voilà, donc dans sa salle ici à Paris. Et en juillet, je jouais pour la première fois devant un public un spectacle que j'avais écrit en avril, qui était né fin avril, début mai, qui avait encore subi quelques retouches avant ça. Et l'aventure partait là-dessus, quoi. L'aventure partait là-dessus. Sur mon premier Avignon, on a fait quelques dates. On a vendu quelques dates. Voilà, notamment une date. Je remercie Isabelle Jambreau, qui a été, je crois, la toute première à acheter une date de mon spectacle. Et si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, bah, qu'elle sache que je suis reconnaissant à jamais. Parce que ça m'a donné du vent dans les ailes, ça donne de la confiance. Tu te dis, ok, ce que j'ai écrit, ça tient la route, ça touche les gens. On a mis un livre d'or sur la table à la sortie du théâtre qui a été rempli par des messages incroyablement touchants. Et on s'est dit, ok, avec l'équipe du spectacle, il y avait Johanna Boedi Lolo qui faisait la lumière, il y avait Lucien Pénaud qui faisait la musique, voilà, Sylviane Boer-Motti qui m'avait accompagné sur les chorégraphies, il y avait Slimane Kassioui qui m'avait accordé son regard pour un regard extérieur, Émilie Lecanu aussi qui avait regardé un petit peu pour un regard extérieur, voilà, qui m'avait en tout cas tendu leur oreille l'un et l'autre. Voilà, il y avait des gens et j'ai appelé ces gens-là et je leur ai dit, je crois qu'on tient un truc, quoi. Et effectivement, on tenait un truc puisque le spectacle derrière, il allait avoir une vie très très belle et il a été interrompu par le Covid et il est censé revenir quand les théâtres ouvriront. Je devais jouer au Théâtre des Variétés quand tout s'est arrêté. Voilà, ça reprendra, mais en tout cas, ouais, il y en aura d'autres, hein, des spectacles seuls en scène et tout, mais c'est peut-être celui des trois que j'ai fait, peut-être le plus abouti, si tu veux. J'adore les deux premiers que j'ai fait. Je serais même capable de les reprendre aujourd'hui s'il le fallait, presque tel quel. Mais et puis les mises en scène de Rebecca étaient incroyables et tout. Mais celui-là, il était vraiment, enfin il est vraiment abouti, quoi. C'est un spectacle que j'aime jouer, quoi, qui me fait du bien autant qu'il fait du bien au public. Et quand je dis qu'il fait du bien au public, c'est pas de la prétention, je le vois dans les retours. On vend le texte a été édité chez Ipagination Édition, qui sont venus me chercher pour l'éditer, donc j'étais très heureux aussi de ça. Et le texte aujourd'hui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, donc voilà, ça ment pas, tu vois, les gens achètent le texte à la sortie, je le signe. Donc voilà, c'est une grande reconnaissance et ça me fait chaud au cœur et c'est un spectacle qui me tient vraiment particulièrement à cœur du fait de son histoire aussi, quoi. D'accord. Ensuite, tu as joué le malade tu as joué dans le malade imaginaire de Molière en alternance avec Olivier Girard. Alors, le malade imaginaire en alternance avec Olivier Girard, d'où tu tiens cette info? Putain, j'adore. Non, mais je te Sur demande, Internet. tu sais pourquoi je te dis d'où tu tiens cette info? Parce que je ne l'ai pas joué. Je devais le jouer et le D'accord. confinement nous a coupé les ailes. Et ça, normalement, c'est même pas sur mon CV. Je sais même pas si ça existe quelque part. Eh ben, si, j'ai vu ça sur un site, un site de théâtre. D'accord. Bah parce que ça devait déjà être en ligne, parce qu'on devait le jouer. Mais le Oui, confinement c'était nous en en a ligne. empêchés. Donc j'ai regardé, puis j'ai vu les Ça dates. devait démarrer pour moi. En fait, je devais venir remplacer puis alterner avec Olivier. Et Mhm. ça devait démarrer pour moi, je ne me souviens plus exactement, mais en juin ou juillet 2020. Et Exact, oui, donc, je et crois que donc c'était là, c'était juin 2020, exact, c'est oui. ça. Et on a été coupé par le Covid, en fait. Je crois que les salles ont D'accord. réouvert à cette période-là, mais la Mhm. décision de ne pas reprendre ce spectacle-là avait déjà été prise du fait de la difficulté financière que ça représentait, etc., etc. Et du coup, j'ai pas encore endossé ce rôle. Je l'ai jamais joué en D'accord. fait.
Mais du coup, c'était rigolo de t'entendre le citer comme si ça existait. Je me suis dit, mais c'est fou, qui connaît, qui lui a dit, c'était déjà sur un site. Je savais même pas que la com était déjà annoncée. Je savais même pas que mon nom était déjà annoncé sur les sites de com. Bah, j'ai vu ça en préparant le live tout à l'heure, donc j'ai regardé, j'ai dit tiens, ah, dans le malade imaginaire. Ça fait un autre point commun, Lionel, on est fait pour s'entendre. Alors, bon, c'est la première, bon, on va dire, voilà, c'est le live où on va dire qu'on va bien parler parce que ça fait un moment qu'il devait se faire. Quand j'étais plus jeune, j'étais en primaire, j'avais intégré un centre conservateur municipal et la pièce que je devais jouer le rôle principal du malade imaginaire. C'était long, oh, j'arrivais plus, je me souvenais plus du texte. Mais bon, après pour des raisons aussi autres, j'ai dû quitter le centre, mais je me rappelle, c'était le premier. Tout ce que je me rappelais, c'était ah ça, ma fille, juste, juste ça. Tu tiens pas une heure et quart avec ça. Ça Ah suffira non, pas. non, Faut non, faire non, très non, mais de toute attention. façon, c'est un vrai métier, hein, et je sais que je suis plus doué pour l'écriture que pour vraiment déclamer des textes, quoi. Alors, ensuite, et là, on va voir si c'est sûr ou pas, tu as joué dans Chéri, on se dit tout de Benoît Labannière et Guilhem Connac de 2019 à 2020. Exact, exact. Avec comme partenaire Maroussia Henrich qui alternait avec Lydie Miziek. Et moi, de mon côté, j'alternais avec Serge Bonafous et ça se jouait à la Comédie Bastille. La Comédie Bastille, voilà, super théâtre, voilà, qui va réouvrir bientôt, je lui souhaite, mais qui subit comme tous les autres théâtres cette monstrueuse crise. C'est Et, clair. et ouais, c'était cool, Chérie, on se dit tout, c'était vraiment cool. Très drôle, très très drôle. Alors, la question est, quel a été le déclic pour que tu deviennes comédien? Ah, pour que je devienne comédien. C'est la première euh, question, hein. Merde, ça démarre maintenant, putain. Tu vois, c'est le live du rattrapage. Ah ouais, d'accord. Non, pour que je devienne comédien, le déclic. Alors moi, contrairement à beaucoup de comédiens, il n'y a pas le rêve d'enfant à 4 ans, à 5 ans. Voilà, moi, j'étais sur d'autres branches, j'étais parti pour une autre carrière. Et en fait, j'étais parti pour faire du football. Je te passe les détails de ma vie de footballeur, mais j'ai joué au Paris Football Club. Enfin voilà, j'ai eu quelques espoirs nourris par quelques professionnels. Et à un moment donné, ça n'a pas pu continuer. Je me suis senti très déçu et j'ai décidé d'arrêter le foot complètement en fait. Euh, voilà, c'était difficile de continuer le foot uniquement en amateur et je ne pouvais pas continuer à haut niveau, à haute intensité, physiquement et tout ça. Et donc du coup, je me suis retrouvé un peu désœuvré. J'ai arraché un bac au rattrapage comme j'ai pu, mais si tu veux, j'avais rien projeté d'autre à part ça. J'étais vide de projets, d'envie, de projection. Et du coup, je me suis retrouvé dans une fac de droit sans aucune conviction. J'ai pris droit parce que j'ai toujours été contre l'injustice et donc je me suis dit s'il faut que je fasse quelque chose de ma vie, ce sera peut-être quelque chose pour m'armer contre les injustices et peut-être pour défendre les autres et me défendre moi-même. C'était un truc que j'avais en tête, mais c'était pas construit comme ça. C'était beaucoup plus jeune, beaucoup plus vert, beaucoup plus frêle. Et puis surtout, la fac était pas très loin de chez mes parents. Ça me permettait de dormir un peu plus tard le matin. Enfin voilà, j'y croyais pas trop. Et un jour dans cette fac, pendant, tu sais, t'as les cours, les TD où tu es en petite classe, manière lycée, et puis t'as les amphis où tu es plusieurs. Et un jour, en TD, je griffonnais un bout de papier où j'écrivais des paroles de rap pour des groupes de mon quartier, où j'écrivais des poèmes pour moi, où j'écrivais des choses qui me passaient par la tête. Et le prof de droit constitutionnel, je m'en souviens encore comme si c'était hier, m'a arraché le papier. Il a eu la délicatesse de ne pas le lire devant tout le monde, mais à la fin du cours, il m'a dit c'est vachement cool ce que tu écris, t'as rien à faire là, va faire quelque chose en lettres ou ailleurs, mais va-t'en quoi. Et le même jour, il y a une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Elle a contribué à m'orienter et pour autant je ne sais plus qui c'est. Et cette jeune fille, elle est, euh, elle est venue me voir en me disant écoute, en cours de TD, tu écris des trucs chouettes, en amphi, tu fais rire tout le monde, tu as un truc un peu show-off et tout ça. Viens avec moi, je fais du théâtre, je t'embarque. Et puis voilà, j'ai un peu suivi ce qu'elle me conseillait de faire. J'avais pas les moyens de suivre un cours de théâtre, elle m'a orienté vers un stage d'impro, j'avais pas les moyens de me le payer. Du coup, le maître de stage m'a dit bah, si j'arrive à avoir tous mes participants, je te laisse rentrer gratuit. Je suis rentré
dans ce stage d'impro gratuitement. J'y ai passé 15 jours. À l'issue de ça, il m'a dit, tu as vraiment un truc, il faut que tu en fasses quelque chose, ne laisse pas tomber. Et donc, il m'a orienté vers une école de théâtre. Dans cette école de théâtre, j'ai rencontré une comédienne qui m'a orienté vers un agent. Donc, j'ai eu un agent très rapidement, pendant même que j'étais à l'école de théâtre. Et puis du coup, cet agent m'a fait travailler. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait quelques boulots de ce qu'on appelle des ménages un peu vulgairement pour faire des cachets. J'ai fait des animations de supermarché, des choses comme ça. Et puis très rapidement, voilà, je crois que je passe mon bac, si je dis pas de bêtises, en 2001-2002. En 2003-2004, j'intègre l'école. En 2004-2005, j'ai un agent. Et en 2005-2006, j'obtiens le statut d'intermittent du spectacle. Et à partir du moment où tu as le statut, le truc démarre. C'est-à-dire qu'après, il faut que tu refasses le bon nombre de cachets. Mais en tout cas, tu as la sécurité de pouvoir te consacrer que à ça. Et du coup, à partir du moment où tu te consacres que à ça, il y a un truc qui s'embraye. Et voilà. Mais du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir été emmené là par la main, un peu comme si ma bonne étoile s'était fondue dans plein de gens les uns après les autres. Cette jeune fille à la fac, les profs que j'ai eus à l'école de théâtre, dont je me souviens de tous et de chacun. Et d'ailleurs, il m'arrive encore de recroiser le directeur qui habite pas très loin de chez moi aujourd'hui. Et voilà, c'est des gens, je leur suis infiniment reconnaissant parce que voilà, ils m'ont donné juste la confiance dont j'avais besoin pour que je me révèle à moi-même. En gros, aucun d'entre eux ne m'a mis quelque chose en moi. Ils m'ont juste dit, tiens, là, à l'intérieur de toi, à tel endroit, il y a ça. Si tu le regardes de telle manière et que tu l'utilises de telle façon, tu peux peut-être aller là. Et cette manière de t'apprendre à pêcher, si tu veux, tu vois, de te dire qui tu es ou qui tu es capable d'être si tu te fais confiance ou si tu t'accordes ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. Et c'est comme ça que les choses ont démarré. Et puis après, je me laisse un petit peu porter. Alors, il y a un moment donné où j'ai concrétisé le fait que je faisais ce métier-là et où j'ai commencé à me donner de manière un peu plus professionnelle dans la chose. Mais, mais sinon, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été toujours un peu emporté comme ça par un peu de chance, par une bonne étoile, par un truc qui m'emmène à cet endroit-là, comme si c'est là que je devais être. Après, voilà, je prends énormément de plaisir à écrire, énormément de plaisir à être sur scène, énormément de plaisir à être devant une caméra pour jouer un rôle et pour faire partie, comme je disais tout à l'heure, d'un projet, d'un discours, d'un point de vue. Mais, euh, mais l'orientation de tout ça, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. Et après, voilà, il y a du travail pour rester à quai, mais la manière dont tu arrives là, pour moi en tout cas, ça a été un concours de plein de circonstances et je te dis de plein de coups de bol les uns après les autres, quoi. D'accord. Ok. Seconde question qui est plus en adéquation, qui est plus en rapport avec ton activité. Comment prépares-tu tes rôles? Parce que tu es passé de, comment dire, tu as joué pour un pilote animal, tu as joué un journaliste, enfin, comment tu prépares tes rôles exactement? Est-ce que tu fais des longues recherches? Est-ce que En tu fait, te... ça dépend vraiment de ce qu'on me demande de jouer. Déjà, il faut savoir qu'à l'image, dans une très très large majorité des cas, on te demande de jouer des choses qui sont très proches de toi. Parce que l'image appelle ça, c'est-à-dire qu'on vient chercher une énergie que tu as toi, on vient chercher un physique que tu as déjà toi. Il y a de la composition, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a beaucoup moins de composition, ou en tout cas une composition moins extrême au cinéma qu'il peut y avoir au théâtre. Quand il y a des compositions très extrêmes, et elles existent, elles sont souvent confiées à des premiers rôles, à des très grands acteurs, et en plus à une petite minorité d'entre eux qui se sont identifiés comme étant un peu des caméléons, tu vois. On va avoir des Vincent Cassel, on va avoir, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça. En France, on n'en a pas tant que ça d'ailleurs, mais on en a quelques-uns. Aux États-Unis, on en a d'autres qui vont être capables de se métamorphoser complètement. Mais si tu regardes bien, la plupart des acteurs, c'est très rare, en tout cas en France, et je le regrette moi personnellement, très rare de prendre beaucoup de poids, de perdre beaucoup de poids. La plupart des acteurs, rien que la barbe ou la coiffure, c'est déjà leur max, quoi. Les mecs vont pas plus loin, quoi. Et donc, c'est à la fois un peu dommage et en même temps un peu ce que le cinéma recherche et ce qu'il demande. Il vient chercher des gens pour ce qu'ils sont. Et c'est d'ailleurs pour ça que le cinéma révèle beaucoup de gens qui ne sont pas acteurs parce qu'ils vont chercher des natures. Et ils les filment de telle manière que ces natures-là se révèlent et qu'elles servent un propos. Donc déjà, tu prépares pas pareil au théâtre qu'au cinéma. Au cinéma, quand on te demande de venir, la plupart du temps, tu viens déjà, il y a pas 60, 70, 80% du boulot qui est fait de ce que toi tu portes en toi. Et puis après, tu travailles ton rôle en fonction de l'échange que tu as avec le réalisateur, de ce qu'il va te demander, vers où il veut t'emmener. Et puis après, ça dépend aussi des contextes. Par exemple, pour Les Héritiers, je jouais le rôle d'un personnage, d'un homme ayant existé et qui existait et que j'ai rencontré. Donc j'ai beaucoup discuté avec lui.
étudier sa démarche en le regardant, si tu veux, sans rien lui dire, tu vois, en parlant. En fait, c'est l'observation qui te sauve dans ces cas-là. T'observes un petit peu. Et puis après, pour préparer des rôles dont les gens n'ont pas existé, bah, tu essayes de proposer des choses, et les choses que tu proposes, c'est des trucs que tu accumules au fur et à mesure. En fait, moi, en tout cas, je prépare jamais un rôle au moment du rôle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de toute la vie, j'encaisse plein de trucs, tu vois. Alors, je suis une éponge, c'est un peu la phrase toute faite, un peu la vanne, si tu veux. Je suis vraiment une éponge. Mais c'est presque un peu ça. C'est-à-dire que j'entendais, par exemple, un acteur qui joue dans la série Hard et qui fait l'acteur qui a l'accent espagnol et qui disait qu'un jour il a entendu sa coiffeuse parler avec son accent espagnol et il s'est dit tiens ça pourrait être pas mal, et puis il est arrivé au casting, au tournage, je sais plus exactement, il a proposé ça, on lui a dit ah ouais c'est génial, garde-le. En fait t'es pas en train de te dire tiens mon personnage est comme ça, je vais bosser ça, tu chopes des choses et tu dis ah ça pourrait être pas mal, tiens je vais le proposer, ça je vais le mettre dedans. Et ces trucs que tu chopes, tu les chopes au quotidien, tu les chopes tout le temps. C'est-à-dire que je sais pas, je vais aller acheter mon pain, la boulangère va avoir telle démarche, tel truc, je me dis tiens ça c'est marrant, je me le garde dans un coin de ma tête, et puis un jour je vais jouer un personnage de boulanger, je vais dire ah je me souviens qu'un jour ça m'avait fait marrer, ça allait dans le sens de ça, et tu ressors des trucs, et en fait après tu fais ta tambouille, tu vas chercher au fond de toi ce que tu as accumulé, et tu dis ça non ça servira pas pour maintenant, ça je peux le mettre un peu mais dans tel dosage, ça je peux rajouter un peu, ça non j'enlève, et c'est comme ça que tu vas commencer à construire un peu ton personnage. Et puis après il y a aussi la jouissance d'inventer des choses qui viennent de nulle part, tu vois, des choses où tu tentes un truc, et puis tu essayes, tu retentes. À l'image, il faut que tu prépares beaucoup en amont pour arriver très près, pour proposer ton truc tout fait, et puis c'est du micro-ondes, ça part, tu as 2 prises, 3 prises, et puis hop, ça part. Au théâtre, pendant les répétitions, tu peux proposer beaucoup de choses, tu peux vraiment Moi, je sais que j'aime bien tenter plein de choses. Je suis un peu frustré quand je suis avec des réalisateurs qui ont des metteurs en scène pardon, de théâtre qui ont une idée toute faite de ce qu'ils veulent, ou quand je reprends des rôles et qu'il faut marcher sur les rails d'un autre acteur. J'adore créer, j'adore inventer, et puis après, comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de tous les contextes, parce que dans les contextes où tu écris pour toi, au moment d'écrire, tu penses déjà à des choses, et puis après, au moment de travailler, tu vas apporter beaucoup de choses, enfin, tu es déjà en train de projeter pour toi, c'est vraiment différent. Moi, je sais que je suis un acteur qui passe beaucoup par le corps, donc j'ai besoin de trouver d'abord une démarche, ça c'est mon truc, absolument. Il faut que je trouve une démarche, il faut que je trouve une rythmique. Ma rythmique à moi, elle est très énergique, je suis un peu une pile électrique, et donc parfois je calme, parfois j'accélère, il faut que je trouve la rythmique qui aille avec le personnage. Une fois que j'ai trouvé la rythmique et la démarche, je vais trouver le débit, qui n'est pas forcément le mien, et tant mieux d'ailleurs. Une fois que j'ai trouvé le débit, il y a un vocabulaire qui va venir avec. Parfois un accent, parfois pas, ou un truc. Et puis une fois que tu as la voix, que tu as le début, que tu as le débit, le vocabulaire, le machin, et que tu as le corps, que tu as la démarche, que tu as la rythmique, tu as tout. Et le truc arrive. Et souvent, les personnages qui arrivent comme ça, ils naissent presque malgré moi. Je les rencontre à ce moment-là. Tu vois, moi, je leur donne plein de trucs. Je les nourris. On a un petit cordon ombilical qui nous relie, tu vois, je les nourris sans trop savoir qui ils sont, je les connais pas encore. Et puis ils grandissent. D'un coup, je dis, hey, c'est toi, d'accord? Donc tu parles comme ça, tu marches comme ça, ok, c'est cool. Et mes personnages, ils existent pour moi, tu vois, c'est un peu fou. Mais par exemple, quand je sors de mon. Et c'est véridique, les gens qui me connaissent, travaillent avec moi, pourront te le dire, et c'est un truc que je fais. Pas pour m'amuser, je le fais parce que je le pense. Quand je sors de mon seul en scène, je suis capable d'avoir des phrases du genre tel personnage était en forme, tel autre personnage était moins bon aujourd'hui. Comme si c'était des acteurs et qu'on avait joué à plusieurs, tu vois. Ils me débordent, ils me dépassent, tu vois. Ils existent par eux-mêmes, tu vois. Et quand je suis sur scène, je suis plus vraiment en contrôle. Je suis un peu en contrôle de tout ça, et heureusement, tu vois. Sinon, mais je suis plus vraiment en contrôle de tout ça. Il y a des choses qui vont m'échapper, et les personnages existent vraiment. Et la construction des personnages, c'est de leur donner vie. Et moi, ça passe par le corps. Et voilà, je te dis après une rythmique, un débit, une voix, et puis après ils arrivent, quoi. D'accord, ok. Alors, on va passer à la troisième et dernière partie du live. C'est un nouveau questionnaire cette fois-ci. Celui-là, il est Jingle, plus nouveau centré sur. questionnaire. Wouh. Ouais, wouh! J'ai pas Ah, de c'est bon, générique, mais c'est pas jingle, grave. c'est gratos, tu prends, c'est Merci, cadeau, prends, pars avec. merci. C'est le questionnaire fiction. Allez, Alors, qui est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? mon réalisateur ou ma réalisatrice préférée de tous les temps, que j'aime par-dessus tout, il y en a plein, c'est dur de choisir. Ah, c'est dur ton questionnaire, faut pas faire ça. J'essaie Euh, jamais de torturer les gens. Scorsese, hein. Scorsese, c'est bien quand même, hein. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est une bonne valeur. Scorsese, c'est bien quand même, hein. Je sais pas si c'est mon préféré de tous, parce que c'est difficile d'en choisir un, parce qu'en fait, il y a des genres, et puis je suis comme tout le monde. Un jour, je vais préférer tel genre de film, un jour, tel autre genre de film. Et souvent, les bons réalisateurs sont des réalisateurs qui ont des univers, donc ils ont des genres, mais
Ouais, en tout cas, ouais, je vais rester sur Scorsese parce que c'est le premier qui m'est venu et je pense que c'est le premier qui m'est venu parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait des Exact. affranchis, quand on parlait des trucs. Donc si ça se trouve, c'est juste une connexion neurologique, tu vois, c'est pas du tout mon préféré, c'est juste le réflexe parce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est juste ma mémoire, mais donc je sais même pas si c'est vraiment mon préféré, mais il y en a plein que j'aime. En tout cas, Scorsese, j'aime. Donc voilà. D'accord. Ok. Ah, il y a Bon. quelqu'un qui dit Tim Burton, j'adore Tim Burton aussi. Tu vois, du Ah coup, tu me ouais. fais regretter ma réponse, Jack. Tu me fais regretter ma réponse maintenant, fais chier. Bon, bah Tu Tim peux, tu Burton. peux, tu Et peux il y a changer quelqu'un en qui va étant. écrire autre chose, dire ouais, lui aussi. Ah, même en disant ça, je suis en train de me dire, j'aurais dû dire une réalisatrice, tu vois, parce qu'on cite pas assez de réalisatrices, il y a des bonnes C'est vrai. réalisatrices aussi. Bon, vas-y, Marie Castillon-Char, allez. Ça fait Allez. faillot en plus, comme j'ai travaillé avec elle. Alors là, c'est là où parce que là, tu vas te faire plaisir. Quelle est ta réplique favorite? Ah, alors j'en ai plein des répliques favorites. J'adore la réplique de. Ah, attends. Alors, j'adore la réplique parce qu'on est en train d'en passer, c'est pour ça que je dis lui, mais c'est pas mon numéro un. De Joe Pesci. Mais oui, Nicole Garcia, bien sûr, Nicole Garcia. Tu veux me faire passer pour un con, c'est ça? Insister avec des noms. Qui sont les gens qui écrivent là? Merde. Oui, Nicole Garcia, j'adore, bien sûr. Nicole Garcia, j'adore. Euh... Ah bah d'ailleurs, comment... Bon, bref, attends, je réponds à ta question. Sinon, on se perd, il est déjà 10 h du soir. Mais oh, ouais, j'ai pas mangé, moi. Ah, moi J'ai non une plus, vie moi non plus, derrière. là. Qu'est-ce que je On voulais s'est dire? rattrapé. Alors, j'ai je vais t'en citer trois. Je fais un top 3 parce que c'est dur de choisir. Ma première, j'adore Joe Pesci dans Les Affranchis. Tu me prends pour un clown. Je suis drôle, c'est ça? Je te fais rire? Je te fais rire? T'en taper le cul par terre, c'est ça? Tu me fais. Voilà. Donc, non, mais dis-le. Non, mais dis-le. Je te fais rire si je suis un clown. Bon, j'adore. J'adore la réplique de Patrick Timsit dans La Crise. Quand il dit ah non, mais moi je les connais, les étrangers, je vis avec eux. Hein. Excusez-moi, mais c'est beaucoup plus facile de ne pas être raciste quand on vit dans le 16e que quand on vit à Saint-Denis. Hein. Parce que moi, à Saint-Denis, je vis avec eux, les étrangers. Hein. Ah bah oui, bah, je les ai toute la journée. Puis moi, ma soeur, on lui a refusé un logement social parce que je ne sais pas si tu te rappelles de ce film qui est un de mes films de chevet, j'adore La Crise. Mais en tout cas, voilà, si tu t'en souviens pas, si les gens qui regardent ce live ne s'en souviennent pas, il faut aller voir La Crise. Et cette grande réplique de Tim Seat, elle est géniale, elle me fait mourir de rire, j'adore. Ah, toujours dans La Crise, j'adore la réplique de oh merde, le nom m'échappe, la comédienne. Catherine Ah, Jacob, non? comment? Catherine Jacob? Pas du tout, non. Non? Bon, peu importe, le nom va me revenir, mais je fais la réplique où ces deux enfants viennent la voir et elle leur dit bah voilà, moi je me casse, je quitte votre père. Ils disent mais maman, tu peux pas faire ça, etc. Et elle leur répond mais je peux faire ça. Je vous ai élevé, je vous ai torché, je vous ai écouté, je vous ai soigné, j'ai écouté vos petits bobos. Mais moi, je m'en vais, mes enfants, parce que moi, j'ai un cul et mon cul, il va très bien. Et cette réplique est géniale, j'adore. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire et ma troisième réplique, j'adore cette réplique, c'est Vincent Cassel dans Mérine, quand ils sont en train de Ouais. prendre sa déposition, et il dit Mérine, pas Mesrine. Tu dis Rosty Ah oui, sous-bois, toi? Non, elle, la dactylo. Tu dis Rosty sous-bois? J'adore. À peu près toutes les répliques de Vincent Cassel dans Mérine. C'est vraiment du caviar, quoi. J'adore. Après, il y a plein d'autres répliques. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tu vois, enfin, je veux dire, exact. non, mais il y en a plein, tu vois. Là, il faut en citer une, mais j'ai des répliques cultes. Et en plus, moi, je suis un mec, je parle en réplique. Souvent, les gens me parlent et je vais leur répondre avec des répliques de cinéma que j'ai en tête. J'en ai plein, des vraies belles répliques, j'adore. Et puisque j'ai cité que des répliques un peu drôles, je vais en citer une inspirante et de théâtre. Tu vois, comme ça, je vais aller au bout du truc. Ma réplique de théâtre la plus inspirante, c'est Scapin dans Les Fourberies de Scapin, c'est Molière, et il dit je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop entrevoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Voilà. Très belle réplique. Et Alors, il y là, a j'adore. Lauriane dans les commentaires qui dit moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. En plus, je l'ai joué cette réplique dans une parodie pour un film pour la Grande Récré, les magasins de jouets, et j'adore cette réplique aussi. Ouais, il y en a plein des répliques, il y en a plein, il y en a plein, bien sûr. Alors, le film ou la série culte pour toi? Film ou série culte pour moi. C'est difficile ce que tu me demandes, mais Ouais, je sais. La Crise, c'est un de mes films de chevet, j'aime beaucoup. Fight Club, c'est un film incroyable que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est le truc culte? Je sais pas s'il y a un film culte. Il y a plein de genres différents. C'est difficile. Un film culte, enfin, je veux dire, imbattable par tout le monde. Je sais pas. Honnêtement, Ah, celui-là, pour toi, qui t'a le plus marqué, voilà. qui m'a le plus marqué, peut-être.
Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, mais pour la technique, euh, plus encore que l'histoire, c'est le. En fait, je ne sais pas si tu le sais, moi je ne le savais pas, mais Scarface qu'on connaît, celui d'Al Pacino, est un remake d'un film Exact, qui lui de préexiste. Dogs. Exactement. Et le premier Scarface, celui en noir et blanc, m'a beaucoup marqué pour la technique de réalisation. Et en règle générale, j'aime beaucoup les films en noir et blanc. D'ailleurs, dans les films cultes, les Chaplin sont pour moi des films cultissimes qui m'ont beaucoup marqué. Pour le jeu de l'acteur, pour le corps, j'accorde beaucoup d'importance au corps et Chaplin a un corps incroyable. Ouais, euh, ouais, il y a plein de films comme ça qui sont cultes. Je ne saurais pas en citer un comme ça, c'est difficile, mais les Chaplin m'ont beaucoup marqué, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Chaplin, ouais, c'est un bon point. Et je Alors dis, là, tu vois, je l'ai dit les Chaplin, tu vois, je vais pas t'en citer un précisément, euh, mais, euh, mais non, non, en règle générale, tu vois, peut-être les temps modernes. Moi, je sais pas, non, mais tous en général. tiens, il est passé hier, non? Il est passé, si, il est passé avant-hier, les temps modernes, Ah, justement. à la télévision? Ah, génial Ouais, ça. sur France 3. Ouais. Ah, c'est ça. Alors là, tu vas peut-être te faire des ennemis. La fiction que tout le monde aime, mais que tu détestes. Fiction que tout le monde aime et que je déteste. Je sais pas si je déteste, mais par exemple, comment dire, le, le bateau qui coule, là, Titanic. Titanic, je trouve ça sans intérêt. Euh, voilà, ça m'émeut pas une seconde. Alors oui, on peut parler de la technique de cinématographie, mais je suis pas ému si tu veux par le film. Je trouve ça, je sais pas que je déteste, mais je trouve ça sans intérêt. Je l'ai vu très tard, je l'ai vu il y a 2 3 ans, je crois. Aucun intérêt, voilà, ça me parle pas. Donc oui, ça pourrait être celui-là. C'est pas que je déteste, mais je comprends pas l'histoire, je comprends pas le délire, quoi. Voilà, ça me parle pas. D'accord. Alors, si tu devais décerner un César, lequel et à qui? Un César de quoi? D'acteur, de réal, de Un César pour n'importe qui. un César à qui? Bah, des gens qui en ont déjà, certainement. C'est vaste comme question. Si je devais donner un César à quelqu'un de connu, j'imagine, sinon ça va pas parler aux gens, ça Oui, les je intéresse pense, pas, ouais. les gens qui regardent ce Un live, oui, quelqu'un de bien connu. sûr. Peut-être que je donnerais, peut-être que je donnerais un César à. Je suis en train de réfléchir parce que c'est vaste comme question, parce que je sais pas si ça implique le jeu, si ça implique l'intégrité, les choix de carrière. Tu vois, par exemple, je trouve qu'un mec comme moi, Vincent Cassel, c'est un acteur que j'adore. Un acteur français que j'adore. Comme tu me dis César, je pense pas Oscar, je pense France, donc je pense acteur français. Je trouve qu'il a un côté voilà, très investi dans ses rôles et puis très physique. Et je te dis, moi, ça passe beaucoup par le corps, donc ça me fait penser, voilà, tout de suite, ça me projette dans quelque chose. J'accepte le personnage tout de suite, tu vois. Donc ouais, Vincent Cassel, c'est un acteur que j'adore, mais du coup, là, on va parler d'acting pur et d'investissement dans les rôles, mais on peut parler de plein d'autres choses, tu vois. Par exemple, Alex Lutz est un acteur qui est capable vraiment de se fondre dans un personnage, mais après, pour d'autres raisons, tu vois, par exemple, je trouve que Tahar Rahim a une carrière inspirante par le choix des rôles qu'il fait, par son intégrité artistique. Tu vois, j'aime beaucoup Reda Kateb aussi, tu vois, c'est des acteurs qui Ouais. me parlent beaucoup. Puis après, il y a des actrices aussi que j'aime et qui m'inspirent pour mille autres raisons, mais je sais pas trop, tu vois, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Ça dépend ce que tu récompenses, parce que là, ta question, elle parle au-delà du cinéma, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop ce que tu récompenses. En tout cas, ce que je sais, c'est que je l'ai toujours été, mais je le suis de plus en plus en vieillissant. Je suis très sensible à l'intégrité artistique des acteurs et parfois, au-delà d'une performance ou de deux ou trois renouvelés, il y a aussi des choix de carrière qui m'émeuvent, tu vois. Je trouve que un mec comme Vincent Lindon, je trouve qu'il fait des choix de rôle, tu vois. Tout à l'heure, je te disais, quand tu es comédien, tu es au service d'un propos, d'une vision, d'un point de vue. Je trouve qu'il y a des acteurs qui assument complètement ça, tu vois. Je trouve que je trouve il y a des acteurs qui font leur métier très bien, mais qui sont voilà, des acteurs couteaux suisses qui s'investissent pas spécialement dans ce que raconte le projet pour lequel ils travaillent. Et puis il y a des acteurs qui essayent vraiment de se dire voilà, je vais faire un vrai choix, tu vois. Par exemple,
cette question que tu me poses là, elle appelle une réflexion que j'avais ce matin. J'ai lu ce matin qu'il y a une championne d'échecs qui a refusé d'aller faire un championnat du monde en Arabie Saoudite parce qu'elle refuse euh, de se plier à une dévalorisation, ce qu'elle juge être une dévalorisation de la femme qui se pratique dans ces pays-là. Et donc elle refuse comment dire, par intégrité personnelle, d'aller accepter ces codes-là. Et donc elle dit dans sa lettre de désistement qu'elle va de fait perdre 2 titres mondiaux, puisqu'elle est tenante en titre de ces 2 titres mondiaux, et qu'elle va perdre une très forte somme d'argent. Et en lisant ça, je me disais, quel sportif ou quel acteur, puisque c'est des domaines beaucoup plus médiatisés, prendrait le risque de pousser son intégrité jusqu'à refuser d'aller jouer une Coupe du Monde dans un pays comme ça, ou d'aller faire un tournage dans un pays comme ça, ou de participer à un tournage qui raconte ci ou un tournage qui raconte ça. Et en fait, du coup, quand tu me demandes à qui je donnerais un César, il faut aussi prendre ce genre de choses en compte, tu vois. C'est-à-dire que je crois pour moi, en tout cas aujourd'hui, un bon acteur, c'est pas juste un mec qui joue bien la comédie et on croit au personnage, c'est un mec qui joue bien la comédie, on croit au personnage, mais qui s'investit dans des films, et même si c'est pas mon point de vue ou mon regard de la société, mais qui s'investit dans des choix de films qui sont cohérents avec son point de vue de la société, et qui dit je suis un acteur au service d'un point de vue. Et ça, tout d'un coup, ça prend une dimension artistique. D'ailleurs, il y a des gens, il y a une théorie selon laquelle l'acteur n'est pas un artiste, en fait. Il est au service de l'artiste, qu'est l'auteur ou le metteur en scène. Et j'entends cette théorie-là. Là où l'acteur devient artiste, c'est quand l'acteur décide de mettre son savoir-faire de création de rôle au service d'œuvres qui vont dans le sens de ce que lui pense être le bon point de vue. Et là, tout d'un coup, ça a du sens. Et donc, je pense que je donnerai un César à tous ceux qui sont de vrais artistes du fait de leur engagement, tu vois. Même si les films sont plus confidentiels ou tu vois, mais voilà, quand tout d'un coup, tu sens que derrière, il y a un réel engagement, tu vois, qu'il y a une envie d'écrire quelque chose de film en film, tu vois, de faire une passerelle, de faire un pont pour que l'écriture de leur filmographie raconte aussi une histoire. Ça ouais. D'accord. Alors ensuite, blockbuster ou film d'auteur? Peu importe, faut que ça me parle, faut que ce soit beau, faut que ce soit inspirant et il faut que j'ai envie. Il y a des jours j'ai envie d'une grosse rigolade, il y a des jours j'ai envie de pleurer, il y a des jours j'ai envie de réfléchir. Et puis il y a des films qui te proposent les trois à la fois. Il y a des films qui sont des gros blockbusters en étant des trucs pourris parce que blockbuster ça veut dire que les gens ont été le voir. Il y a des trucs qui sont des gros blockbusters en étant des trucs pourris. Il y a des trucs qui sont des films d'auteur. Ce qu'on appelle film d'auteur, ça veut dire que l'auteur s'est investi dans un point de vue, etc. Et c'est raté, ça raconte rien et on n'entend pas le point de vue. Tu vois, pour que ton point de vue soit entendu, déjà c'est bizarre parce que blockbuster ou film d'auteur c'est étrange parce qu'un film d'auteur peut être un blockbuster. Si ton film Exact. d'auteur il fait rentrer du monde dans les salles et ça arrive, tu vois, donc ça dépend. Moi je dirais film qui me convient au moment où j'ai envie de le regarder et au moment où je le reçois, quoi. D'accord, ok. Si tu devais sauver une fiction, La sauver de quoi? si tu devais sauver une fiction, la dernière fiction, la fiction que tu as envie de sauver bah, de l'oubli, voilà. Sauver une fiction de l'oubli. Sauver une fiction de l'oubli. Euh, Les Parasites. D'accord, ah oui, exact, oui. Il faut pas qu'on oublie que ce film a existé. Il faut qu'on le regarde de temps en temps pour se souvenir. Pour se souvenir. Il faut revoir ce film. Voilà. Et enfin, dernière question, le plus beau baiser de cinéma. Le plus beau baiser de cinéma. Ouais, il y en a plein des beaux baisers de cinéma. Un baiser de cinéma, c'est beau de fait. Ils sont tous beaux, les baisers de cinéma. Oui, mais il y en a qui sont plus romantiques que d'autres. Oui, oui, c'est vrai, bien sûr que dans Par où t'es rentré, je t'ai pas vu sortir. Le bisou, bon, c'est pas non plus le bisou le plus romantique du monde. Mais non, il y en a plein, j'en sais rien, c'est difficile tes questions. Tu sais quoi, je vais répondre par une pirouette. Le plus Vas-y. beau baiser de cinéma, c'est celui que j'ai donné à Romain Poli dans son film sur une famille
homoparental. Et quand je dis son film, je devrais dire ses films, puisqu'on a réalisé, on a travaillé ensemble pour Ma famille à moi, qui a été au Nikon Film Festival l'an dernier. Et on vient de réaliser ensemble un autre film avec les mêmes personnages, donc qui devrait participer au Nikon de cette année, là, dans quelques semaines, mois. Et on s'embrasse dans ces deux films-là. Et dans le deuxième, dans celui qui va arriver là pour le Nikon Film Festival, Les Trois Fantastiques, je ne sais pas si ça sera le titre définitif, mais en tout cas ça s'appelle Les Trois Fantastiques. Dans ce film-là, on s'embrasse pour une raison très particulière et c'est beau. Et du coup, c'est peut-être, oui, le plus beau baiser de cinéma pour moi, c'est celui que j'ai échangé très récemment, en pleine période de Covid, avec Romain Poly, dans une totale confiance pour servir un film dont le propos est engageant. D'accord, très bien. Eh ben, tu vois, on arrive au terme du questionnaire. Génial. Eh ben, merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci beaucoup. Ah oui, c'est moi. Merci d'avoir accepté de revenir dans de meilleures conditions d'enregistrement. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et quand tu veux pour une prochaine. Et c'était un très chouette moment. Merci beaucoup. De toute façon, je pense que avec ce que j'ai appris de ce qu'on parlait tout à l'heure, on va parler de certaines choses en privé parce que j'ai des trucs, je pense que ça pourrait faire pour toi. Ça marche. Avec plaisir. Avec plaisir. Ben, merci Lionel en tout cas, et puis à la prochaine. Salut Samy, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Alors, merci, je vous remercie d'avoir participé au live, d'avoir répondu, d'être venu. Alors, n'oubliez pas que si vous n'aviez pas pu rejoindre le live sur Instagram, vous pouvez regarder la retransmission sur ma chaîne YouTube. Et en tout cas, et vous pouvez y abonner, partager la vidéo, donc ce serait bien. Alors, Jérôme, merci d'avoir participé. Ah ouais, c'est clair. Je vais essayer de sortir la vidéo plus vite. Ouais, on a deux vidéos à sortir. Celle-là avec Tatiana Ramazzotti et celle avec Lionel. Alors, je vous souhaite encore une très bonne année